c'est improvisation, donc ça fait plus de 20 ans, tu parlais de vieillesse, Hugo, euh, que, euh, que du coup j'improvise sur les scènes françaises et parfois internationales, et c'est ça qui est chouette. Voilà, c'est ça, on va dire mes trois plus grosses casquettes. Après, c'est de l'amusement, quoi. Mm. La mise en scène, des choses comme ça. Ouais, après, amusement qui prend quand même de la place avec des beaux succès aussi. Enfin, moi, je me rappelle notamment de Tout à Avignon Ouais, et tout ça. Enfin, c'est vrai, j'ai des écrit beaux des amusements quand pièces. même. Ouais, Rien ouais. et tout, t'as écrit des pièces, tu les as mises en scène, tu fais du podcast. Oui, C'est c'est des vrai, voilà. amusements qui Mais te c'est prennent des du temps quand amusements, même. ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je fais pas les choses à moitié. C'est peut-être pour ça que ça marche et que ça fait des jolies choses. Mais, C'est vrai. mais on va dire que, tu vois, il y a des axes principaux dans lesquels, quand même, je travaille plus. Et les pièces, c'était super. Mais tu vois, ça remonte à il y a 7 8 ans maintenant. J'y suis pas retournée depuis. Une petite fatigue. C'est fatigant, le théâtre écrit. Notamment quand on est en autoproduction, en fait, hein. Ouais. Après, j'avais trouvé des coproducteurs, et là, c'est mieux. Mais pour tout ce qu'on fait en France, en fait, si on est tout seul, c'est très difficile. Mm. Ouais, oui, ça c'est clair, c'est une réalité. Mm. Eh ben, on va plutôt pas tarder à rentrer dans le vif du sujet, puisque du coup, bah, la voix, c'est quand même, le travail de la voix, c'est quand même votre point commun tous les deux. Et du coup, on est là pour parler de doublage, donc bah, allons-y. Là où je me dis que c'est quand même sympa d'être juste animatrice de ce stream et de pouvoir se reposer sur les gens, c'est que je peux complètement déléguer le mais qu'est-ce que c'est quoi que le doublage à Hugo du coup, vu que c'est Complètement. ta spécialité Hugo de vulgariser qu'est-ce que c'est que quoi que le doublage. Est-ce que tu peux Mhm. expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le doublage? Je vois le travail de délégué. Je constate. Alors, qu'est-ce que c'est le doublage? Si on parle strictement du doublage, c'est tout simplement traduire, adapter et retranscrire dans une autre langue. Généralement, là, j'imagine que pour aujourd'hui, on va parler du français. Mm. Une œuvre étrangère, une œuvre audiovisuelle étrangère, que ce soit voilà, un film, une série, un animé, un peu ce qu'on veut. Donc, une œuvre qui va être doublée va passer par plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir un distributeur qui va décider de diffuser ou de distribuer l'œuvre en question en France. Ça peut être directement de la VOD, une plateforme comme Netflix ou une chaîne de télé ou un distributeur cinéma ou un distributeur pour un jeu vidéo, etc., etc. Ensuite, on confie l'œuvre à un studio de doublage qui va gérer un petit peu toutes les différentes étapes intermédiaires. On va confier le texte, le ou les textes à un adaptateur ou une adaptatrice qui va lire la version originale ou une traduction de la version originale et élaborer à partir un nouveau texte en français, dans le cadre du doublage français, et en essayant de respecter à la fois l'intention du texte, ce qui est dit, et aussi les mouvements labiaux, les mouvements des lèvres, afin que ce soit synchronisé et cohérent, que tout ça nous paraisse cohérent. Des fois, il y a des difficultés pour adapter des références culturelles ou des petites particularités, mais les adaptateurs et adaptatrices de talent ne manquent pas en France. Ensuite, on écrit tout ça sur une bande rythmo qui va aider les comédiens à être bien synchro. Et ensuite, les comédiens, on les convoque à la barre, on les choisit déjà. C'est le travail du directeur artistique ou de la directrice artistique. On les choisit en fonction de peuvent-ils incarner le personnage, en fonction du timbre, en fonction d'un peu tout. On leur fait passer des essais pour voir s'ils collent bien, comme dans un casting de série ou de film. Ensuite, il y a doublage. Donc, on enregistre les comédiens en train de travailler. On enregistre aussi parfois des ambiances. Donc, les gens en fond qui disent une assiette, s'il vous plaît, etc. Donc, tout ça, on appelle ça des ambiances. Euh, on rebruite au besoin. On mixe avec la version internationale, c'est-à-dire tout le son de l'œuvre audiovisuelle originale sans les voix des personnages. Et donc, une fois que c'est mixé et tout prêt, eh ben, on diffuse le client, on rend au client, au distributeur qui se charge de le diffuser partout dans la francophonie. Et c'est Je déjà crois pas avoir été mal. exhaustif.
Hugo qui maîtrise le kata du topo doublage pédagogique. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Je sais pas si j'en ai pas trop dit. Peut-être tu voulais quelque chose de plus succinct. Non, c'est bien parce que ça pose les bases de plein de choses dont on va reparler au fur et à mesure du stream. Ça pose aussi des termes techniques sur lesquels on va pouvoir revenir. Et puis ça quand même donne une bonne vision de à quel point c'est pas juste on se met derrière un micro, on lit un truc et puis rouler jeunesse, quoi. Ah bah non. Rouler jeunesse. J'ai pas dit de bêtises, j'ai pas oublié de choses, Jeanne. Non, c'était incroyablement précis. Et je me suis même dit, il revient sur certaines étapes au bon moment pour que les gens comprennent précisément le déroulé. Je te félicite. Eh bien, c'est donc une explication validée. Toujours est-il que j'ai oublié de préciser 2 choses pour les gens qui regardent, surtout que là, pour l'instant, en plus, on est un petit comité, donc allez-y, lâchez-vous. Évidemment, posez toutes vos questions, puisque Jeanne et Hugo sont quand même des spécialistes, des gens dont c'est le métier. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, allez-y, posez tout ça dans le chat, et puis on vous répondra avec plaisir. Enfin, égale Hugo et Jeanne, hein, parce que moi personnellement ça va être plus compliqué. Toi tu vas t'allonger et te reposer. Voilà, moi je vais exceller dans l'art de déléguer tout ça. Et puis autre chose en ce qui concerne petite aussi spécificité de ce stream, tous les gens qui follow pendant le live, évidemment un grand merci à tout le monde, mais je vous dirai pas merci nominativement comme c'est un peu le rituel Twitch pendant que Jeanne et Hugo parlent, sinon ça va être extrêmement pénible de les interrompre toutes les 2 minutes pour dire merci à des gens qui follow. Donc voilà, grand merci d'avance à tous. On redira tout ça à la fin. Voilà, exactement. Puisqu'après, en plus, il y a le petit son. Donc je vais aussi profiter de les lancer sur un sujet pour aller baisser le son des alertes. Et comme ça, voilà. On peut avancer sur la discussion sans s'interrompre toutes les 2 minutes pour dire merci à quelqu'un. Néanmoins, merci quand même, par exemple, Canartichaud qui vient de follow. Après, ce résumé de qu'est-ce que c'est que le doublage, je pense que c'était déjà un bon résumé. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que c'est dans l'absolu le doublage, mais qu'est-ce que c'est, Jeanne, pour toi, être comédienne de doublage ? Puisque, alors, en plus, j'ai bien retenu une chose des vidéos d'Hugo, c'est qu'on ne dit pas doubleuse, on dit comédienne ou comédien de doublage, et ça a une importance, notamment dans le parcours, dans la manière dont on exerce ce travail-là. Du coup, c'est quoi, Jeanne, pour toi, et dans l'absolu, être comédienne de doublage ? Alors, c'est vrai qu'on dit ça. Moi, je suis moins sensible que d'autres, mais c'est vrai que c'est prendre un risque. C'est un petit peu comme cette histoire de Mademoiselle ou Madame, hein, qu'on traverse depuis quelques années. J'ai jamais eu trop de problèmes à ce qu'on m'appelle Mademoiselle, ça dépend comment c'est fait. De même que si quelqu'un me dit alors comme ça, t'es doubleuse, je vais pas le reprendre, je vois pas trop l'intérêt. Ça dépend comment c'est dit et comment c'est fait. Mais c'est vrai que le terme, la définition même, c'est en fait comédien, comme je disais en amorce de notre discussion, la base de tout ce travail-là, c'est d'abord être comédien. Donc, c'est très rare, mais ça existe, d'être comédien ou comédienne de doublage et de ne pas être comédien sur scène ou à l'écran. C'est très rare, ça existe. Il y en a qui ont fait le choix de ne faire plus que ça pour 1001 raisons dont on pourra reparler à la rigueur, mais voilà. Mais par contre, effectivement, c'est censé être des gens qui jouent même derrière la barre, quoi. Donc, comme l'a expliqué Hugo, on est positionné dans une salle pas trop lumineuse, derrière une barre qui est souvent recouverte d'un velours pour qu'il n'y ait pas de bruit. Le sol est tapissé et ça nous permet, tous ces petits détails-là nous permettent en fait d'être quand même actifs derrière la barre. Alors, il y a plusieurs façons de jouer, hein. Il y en a qui sont très, très vivants derrière une barre et d'autres qui sont très, très sobres et qui font tout passer dans le travail de juste leur corde vocale. Ça peut être d'ailleurs très impressionnant de voir quelqu'un chuter à l'image et quelqu'un derrière la barre complètement stoïque qui fait très, très bien un son de personnage qui chute. Voilà, ça c'est l'exemple type. Mais pour en revenir à une réponse plus personnelle, pour moi, c'est un plaisir incommensurable d'être comédienne de doublage parce qu'il y a une liberté, justement, on oublie le corps pour ne se concentrer que sur soit le corps qu'on nous donne, qu'on nous offre, qui est un nouveau corps, hein, quand on fait du doublage de fiction, donc de films
ou de séries. Et encore plus dingue quand on fait du doublage de dessins animés ou d'animation, chose que je fais quand même pour la plupart de mon temps. Et on peut incarner des choses qui n'existent pas, quoi. Des personnages imaginaires, des objets. Il y a tellement de fantaisie que c'est un bonheur monstre que de s'imaginer, en fait, être ces personnages-là. Et puis, c'est un travail où moi, en tout cas, même si, pareil, c'est un gros sujet, moi, j'y vois un peu moins de problématiques ego trip. Aussi parce que même avant le Covid, bon là, post-Covid et même enfin, pendant le Covid, c'était une catastrophe. On était vraiment tout le temps tout seul. C'était très triste de faire ce métier avec les conditions du Covid. Avant le Covid, on était plusieurs derrière la barre et c'était très sympa. Et en fait, moi, hein, de mon expérience, mais je pense qu'encore une fois, ça dépend de chacun, j'y ai vécu des moments super où personne ne se tire la bourre parce qu'en fait, on a les lignes qui nous sont attribuées. Et donc, ça sert à rien de venir marcher sur les plates-bandes de l'autre. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas comme sur une scène où quelqu'un peut prendre un peu trop la lumière et faire des claquettes, comme on dit, hein, c'est-à-dire jouer pendant que c'est pas à lui de jouer. Tu peux pas faire ça quand tu es derrière une barre parce que sinon, le directeur artistique dont tu as parlé, Hugo, tout à l'heure, te recadre et te dit bah, tu fais trop de bruit ou c'était pas à toi de parler, tu as dépassé sur cette fameuse bande rythmo. On est limité, on a une barre qui nous signale quand on doit s'arrêter. Et si on dépasse, bah, techniquement, on n'est pas juste. Voilà. Je me suis peut-être un peu perdue dans ta question. Non, c'est une bonne chose, puisque ma question, c'était comment toi, tu vis ton travail de comédienne de doublage. Donc, la réponse est particulièrement pertinente. Je me permets de revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. On a dit que tu faisais du doublage, etc. On est quand même sur Internet, sur aussi des gens qui ont une grosse culture web, animée, etc. Je sais pas combien il y a de gens dans la petite vingtaine de personnes qui sont là, qui viennent soit de notre chaîne YouTube Bolche Geek, soit de la chaîne donc Mr. Fox d'Hugo, soit des gens qui te suivent aussi, toi, Jeanne, sur tes réseaux. Toujours est-il que peut-être que c'est bien de rappeler pour des gens qui ne viendraient d'aucun de ces canaux-là que tu incarnes aussi des personnages qui sont maintenant quand même relativement connus dans la culture populaire, j'ai envie de dire, notamment en animation. Et t'en as fait plusieurs qui sont quand même assez connus. Si t'as envie d'en parler un petit peu, si t'as des petits personnages aussi chouchous que t'as adoré incarner ou que tu adores incarner, puisqu'il y en a peut-être qui sont encore en cours de travail. Alors, ce serait avec plaisir, Kat, mais tu vois, j'ai une petite urgence là qui s'entend en fond. Et je reviens dès que possible. Voilà, ouais, je suis navrée. Il n'y a pas de souci, alors, je vais passer, Hugo, en intervenant. Dis des choses, Hugo, pour que tu sois en intervenant. Je suis plus gros. Voilà. Non, ce que je peux dire pour combler l'espace, c'est que tu parlais du mot doubleur tout à l'heure. Et que effectivement j'ai répété dans mes vidéos, attention, on ne dit pas doubleur, etc. Moi je commence à avoir une position un peu moins ferme sur le sujet, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui dans le monde des gens qui s'intéressent pas spécialement au sujet ou qui le regardent de loin, peut-être comme certains en font partie ce soir dans les viewers, les gens disent doubleur et c'est pas la fin du monde, et je pense que même si effectivement le terme désigne à la base autre chose, qu'il y a un certain nombre de comédiens un peu comment dire, un peu tatillons sur le sujet, qui vont régulièrement prendre la parole pour dire qu'on dit pas doubleur. Je pense qu'aujourd'hui, l'usage fait la langue, et si le monde a décidé que les comédiens qui faisaient du doublage, c'était les doubleurs, peut-être que moi je vois cette querelle interne depuis au moins 15 ans, hein, et je pense que peut-être même 20 ans, hein, j'allais dire. Du coup, peut-être qu'à un moment, il faut peut-être lâcher le truc. Si les gens ont décidé de dire doubleur, ce sera doubleur, et je pense que ça n'enlève pas aux comédiens qui font du doublage leurs caractéristiques de comédien polyvalent. Hein, l'exemple que j'aime bien, c'est Léonard de Vinci. On peut dire que c'est un grand peintre, ça l'empêche pas d'être architecte, astronome, ingénieur et tout ce que tu veux. On peut quand même dire que c'était un grand peintre. Hein. Ouais, donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt défendre l'usage fait la langue, et que
après 20 ans d'échecs à faire entendre aux gens qu'on dit pas doubleur, peut-être que faut changer de combat, entre guillemets. Du coup, j'en profite de t'avoir pour moi toute seule et sans avoir besoin de partager la parole. Ce qui est intéressant dans ton travail, c'est qu'il est assez vaste, puisque tu as quand même plusieurs formats sur ta chaîne. Tu as le Parlons VF et tu as, dans les principaux, on va dire, les vidéos où il y a le plus de vidéos dans ce format-là, la FAQ du doublage, qui est aussi une énorme source d'informations sur le doublage, qui sont des formats très différents et que tu travailles de manière très différente. Est-ce que tu as un peu envie d'en parler? En tout cas, pour resituer un petit peu la FAQ du doublage, on peut passer peut-être un peu plus vite dessus, parce que le concept est très simple, c'est vous envoyez vos questions à propos du doublage et Hugo y répond, assez basique. Sur le format Parlons VF, par contre, c'est un format qui est quand même complètement inédit, en fait. En tout cas, quand tu l'as créé, c'était un format qui n'existait pas. Il n'y avait pas de vulgarisation de doublage en général. 2010, j'ai créé ce format, donc il y a beaucoup de formats qui n'existaient pas à ce moment-là. 2010, ça commence à se faire vieux. C'était pas tout à fait cette forme-là, Parlons VF. À la base, c'était un pilote pour une chaîne de télé qui s'appelle No Life et qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant. À la base, c'était un pilote. J'ai décidé de le continuer sur Internet. Et effectivement, il y a un côté analyse poussée du doublage, parce que à ce moment-là, je lisais des magazines, un peu les années-lumière, les années laser, pardon, Première, ce genre de choses. Et quand ça parlait du doublage, les rares fois où ça parlait de doublage, c'était en une ligne pour dire doublage médiocre. Voilà. Éviter la VF, et donc des choses assez lapidaires et pas très intéressantes. Et je me disais qu'il y avait sans doute plus de choses à dire, surtout qu'en 2010, on était bien entamé dans le chemin donner accès à la VO. C'est un truc qui a commencé début des années 2000. En 2010, déjà, les gens avaient bien accès à la VO, donc c'était aussi l'occasion de reparler de ce métier et d'expliquer la VF, qu'est-ce que c'est, comment c'est, pourquoi, et surtout, est-ce que ça vaut le coup de regarder telle ou telle œuvre en VF alors que la VO est accessible? La question se posait. Elle se posait pas il y a 10 ans, quoi. Enfin 10 ans avant. Ouais. Il y a Benjamin qui dit Parlons VF a donc survécu à No Life. C'est vrai. Oui, et ça me rend très triste. Toujours est-il que sur ce format-là, c'est un format qui te demande quand même énormément de travail et qui te pousse, qui te permet, je sais pas, d'aller chercher quand même tout un tas de professionnels de ce métier-là et d'aller creuser parfois vraiment en profondeur des sujets qui sont assez divers, qui peuvent être soit se concentrer sur une œuvre, soit se concentrer sur un parcours, soit, que sais-je encore, il y a quand même tout un tas de choses sur Parlons VF. Comment ça se travaille un tel format? Parce qu'au final, est-ce que... je fais les questions très génériques, hein, forcément. Mais est-ce que t'as pas peur de te répéter sur plein de choses, parce que t'as quand même une base qui est la même sur le travail du doublage, sur la manière dont c'est fait, etc. Chez un même distributeur, et ainsi de suite. C'est une des raisons qui font que je traite pas forcément tous les sujets les plus populaires. En gros, Parlons VF a eu plusieurs vies. D'abord en longues émissions sur Dailymotion. En 2010, j'ai arrêté. Ensuite, quand Wakani m'a lancé un appel à projet, j'ai proposé Parlons VF centré sur les animés japonais. Ensuite, sur ma chaîne, j'ai fait une sorte de reboot en commençant avec la VF de Fight Club. Ce que je veux, c'est faire des émissions anthologiques sur lesquelles on puisse revenir plus tard. J'aimerais qu'on puisse revenir sur mes vidéos quelques années après, comme on revient à un bouquin dans une bibliothèque, quoi, et que ça puisse perdurer dans le temps. Et du coup, effectivement, ça implique d'éviter de se répéter, comme tu le soulignais. Si c'est pour dire en permanence les mêmes choses, c'est pas forcément très intéressant. Donc, souvent, on me demande des sujets, on me dit quand est-ce que tu parles de Retour vers le futur, de choses comme ça. Et moi, je suis un peu embêté parce qu'à part dire, c'est très bien, ce serait pas très très intéressant, quoi. On répéterait, comme tu dis, en boucle les mêmes choses. Donc, j'essaie de me concentrer sur des sujets où il y a quelque chose d'intéressant à dire et comment dire,
une brique de plus à ajouter Ajouter à l'édifice. au mur de la connaissance, exactement. Donc, il y a Ken Artichaut qui dit une de ses dernières révélations, c'est la phrase de la VHS de Cusco qui change miraculeusement en DVD. Alors, est-ce que pour ceux qui n'ont pas la référence, est-ce que tu peux expliciter? Oui, je sais que j'ai fait un live hier où j'en ai parlé. En gros, si vous avez vu Cusco, l'empereur mégalo de Disney, vous avez deux solutions. Soit vous l'avez vu en VHS, soit vous l'avez vu en DVD. Je te pose la question, Kat, toi tu l'as vu en DVD. En cinéma et en DVD. En cinéma et en DVD. Au cinéma, je ne sais pas trop alors qu'est-ce qui était en place. Mais bref, toujours est-il que au tout début du film, quand Cusco se plaint d'avoir que le villageois lui ait pourri son groove, et qu'il le balance par la fenêtre, qu'il le fasse balancer par la fenêtre. Ouais, effet spécial. Cusco ensuite demande à son chanteur du générique, tu disais, et il répond, qui est-il, Cusco? Sauf qu'en DVD, il dit, il se nomme Cusco. Ah, et entre les deux, on est d'accord que la réplique... Ah oui, c'est une réplique qui change, parce qu'entre les deux, il y a quand même le mec qui s'excuse et le gars qui accepte excusez tu disais. Et du coup, et ben moi j'ai il se nomme Cusco, il me semble. Eh ben oui, sauf qu'en VHS, c'est qui est-il, Cusco? Et donc en fait, il y a un minuscule changement entre la VF VHS et la VF DVD. Et pourquoi alors? On sait pas trop pourquoi. Parce qu'on redouble pas des... Enfin, tu vois, elle est sortie cette vidéo? Je l'ai pas vue moi cette vidéo. Non, je suis en train de bosser dessus, simplement j'en ai parlé. On va pas divulgacher. On a parlé en live. Mais non, mais il y a rien à divulgacher parce que j'ai toujours pas la réponse à l'heure actuelle. Parce que s'il y a rien d'autre qui change que ça, on ne redouble pas quand même un film pour changer genre de mots. Ou alors c'est la chanson, c'est le doublage de la chanson. Parce qu'il y a un épisode intéressant sur ta chaîne sur les doublages de chansons. Peut-être, je ne sais pas. Et ben maintenant je suis curieuse. Mais coucou les LSN. Eh ben écoute. Ah, il y a LSN, coucou LSN. Oui, LSN qui est un habitué notamment du format qui sont, je ne sais pas, LSN normalement c'est lui, qui a déjà posé des questions sur la FAQ du doublage. Je vais y arriver. Je vais finir cette phrase. Oui, tout à fait. Voilà. Qui parlait de The Office, des questions très intéressantes sur The Office. Et alors, fun fact, c'est la deuxième fois en 2 lives qu'on parle de Cusco. Voilà. Ah. Oui, parce qu'on en a parlé avec Elsa. Voilà. J'essaierai de surveiller le troisième pour vérifier qu'on parle bien de Cusco dans le troisième aussi. Alors le troisième, je ne sais pas parce que le thème c'est quand même le burn-out, la charge de travail, le rythme de travail. Donc ça va être quand même assez particulier si on en arrive à Cusco, mais pourquoi pas. Ou alors ça peut être un petit live goal. Je ne sais pas. On va mettre ça. Nouvelle règle, obligation de parler de Cusco, c'est comme ça. Parfait. J'avais vu passer, on sait si des micro-changements comme ça sont récurrents dans la VF, demande Ken Artichaut. C'est pas récurrent, mais ça existe. Des fois, c'est pour corriger une maladresse d'époque. Des fois, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça collait mieux comme ci, comme ça. Ça arrive, on essaye d'éviter parce que c'est des frais quand même pour pas grand-chose. Mais un exemple connu, on va rester dans les Disney. Kat, est-ce que tu as vu Basile, détective privé? Oui, mais alors pas aussi souvent que d'autres Disney il y a longtemps. Mais je peux essayer. Tu l'as vu en cassette? Je l'ai vu en cassette. Uniquement en cassette. Alors peut-être que tu te souviens de cette scène à la fin où Ratigan, le méchant, a capturé la petite Olivia, je crois. Olivia, ils sont tous les deux dans son grand dirigeable. Olivia dit vous êtes méchant, Basile il va vous battre parce que vous êtes un gros rat méchant, etc. Machin. Et Ratigan se tourne vers elle et dit veux-tu bien t'asseoir et fermer ta grande gueule? Et donc ça c'est passé en 89 ou 91, je sais plus de quand date Basile. Non, peut-être 87. Mais bref. Toujours est-il que quelques temps plus tard, Disney s'est dit peut-être qu'on va redoubler cette réplique parce que c'est pas ouf, quoi. Et pareil dans Pinocchio. À un moment, le grand coquin disait en parlant à Pinocchio, qu'est-ce que ça peut te foutre? Pareil, ça a été remplacé en qu'est-ce que ça peut te faire?
Et voilà, Euh, et des micro-changements, il y en a de temps en Ouais, temps. sur du langage, des choses comme ça. Mais Après, en alors, fait, tu vois, ça se voit surtout chez les entreprises et les distributeurs qui sont contre le fric. ouais, Et donc Disney Disney. est tellement omnubilé par son image, l'image qu'il peut transmettre, Mm, etc., qui font très attention à ça. En plus de ça, c'est eux qui se sont pris pas mal de procès, donc qui ont dû faire des changements à cause de procès. mm. Donc, résultat, c'est souvent chez eux qu'on va avoir ce genre de petits changements à la noix. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, ça donne quelque chose de. J'irais pas jusqu'à dire un truc un peu boomer, genre ah, les dessins animés ils sont aseptisés, etc. Parce que je pense que c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai Ah, qu'il y c'était a mieux il avant, y a c'est des sûr, hein. moments, il y a des moments où, tu vois, voilà, encore une anecdote personnelle. Je me suis retrouvée le vinyle de Émilie Joly à une brocante geek récemment. Parce que j'avais tellement poncé ma cassette audio qu'elle marchait plus, je me suis dit, ah, c'est rigolo, je vais me racheter le vinyle. Et ben, je me rappelais plus que ce truc que j'ai tellement écouté étant petite, la chanson du coq et de l'âne, ou je sais plus laquelle, et ben, ils disent merde et putain. Et je me suis dit, tiens, putain, dans un truc pour enfants, ça m'a Quelle surprise, tu vois. indignité. Et je me suis dit, c'est vrai que maintenant, j'ai plus trop de souvenirs où il y a des trucs assez vulgaires comme ça, qui arrivent dans des dessins animés, on va dire, qui sortent au cinéma, grand public, etc. Mais par exemple, sur des choses qui sont moins sur de la vulgarité, moi, mon petit trauma, entre guillemets, c'est la réplique de Becky dans Le Petit Dinosaure, qui parle à Petri. Et moi, dans la version que je connaissais, elle lui disait, il y a Petri qui demandait j'ai volé, et elle lui répondait non, t'as ton bi. Et lui il disait oh, j'ai encore ton bi. Et c'était trop mignon. Et cette réplique-là n'existe plus. Et pourquoi? Ah oui, Parce que parce là, que c'est le du film a langage été redoublé. d'enfant, etc. Oui, mais pourquoi changer ça au redoublage, du coup? Alors, les redoublages autour du monde de Steven Spielberg, parce qu'il y en a eu plusieurs autour du monde de Steven Spielberg, c'est compliqué. Des fois, il y a des histoires de réactualisation. Des fois, il y a des histoires de perte de la bande sonore d'origine. Et plutôt que de commercialiser une bande sonore abîmée, ils préfèrent refaire un joli doublage. Parfois aussi, c'est des problèmes de droit. Parfois, c'est des problèmes de comédiens qui ont fait des procès. Des fois, c'est des problèmes tout simplement d'ego, de commerciaux qui se disent on va réactualiser un peu cette œuvre. Des fois, c'est pour accompagner d'autres changements. Typiquement, E.T. a été redoublé quand il a été retouché pour enlever les armes à feu, etc. Ils ont refait le doublage en même temps. Voilà, ça arrive, on peut le déplorer. Ça m'arrive régulièrement de le faire sur ma chaîne. Euh, En tout cas, le mais pour chat est autant, aussi c'est scandalisé pas. que moi, hein. Je tiens à Ah bah dire, bien sûr, tout le monde trouve ça évidemment. honteux. En plus, c'est une des rares répliques dont tout le monde, en tout cas notre génération, se souvenait, tu vois. Tout le monde disait Mais bien j'ai sûr. ton bi. Mais c'est pareil pour les gens qui ont connu le premier doublage d'Amadeus ou le premier Mm. doublage de Rencontre du troisième type, de Evil Dead, de l'Exorciste. Il y a plein de. Les Dents de la Mer. Il y a plein de gens qui ont connu un premier doublage et quand ils en entendent un nouveau, ils sont en mode mais c'est nul, c'est nul. Et effectivement, des fois, c'est nul. C'est aussi un peu le but de ma chaîne, c'est de dire si c'est toujours nul ou si des fois, quand même, c'est plutôt une bonne idée, notamment quand on réécoute des très très vieux doublages. Et voilà, on voit ce qui est fait quelques années plus tard, quelques décennies plus tard parfois. Typiquement, un bon exemple de ça, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige et les Sept Nains, Premier il y a eu Disney, 3 non? doublages. Ouais, tout premier film d'animation, long métrage d'animation des studios Disney. Dans les années 40, il y a eu un doublage français pour la sortie cinéma, qu'on a longtemps cru perdu. Il a bien vieilli. Enfin, il a vieilli. Ça se sent qu'il a vieilli. Mm. Il a mal vieilli, donc, littéralement. Et il y a des problèmes, on va dire, d'interprétation, il y a des problèmes de technique, c'est pas foufou, quoi. En 62, il y a eu un redoublage avec Lucie Dolène, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est celui que tout le monde connaît parce que c'est la VHS qui a été éditée en 91 et tout le monde a grandi avec, la belle VHS bleue, etc. Avec un making-of à la fin. Et en 2001, ça a été réédité à cause d'un procès de Disney contre Lucie Dolène,
enfin de Lucy Dollen contre Disney, procès qu'elle a gagné. Et du coup, les studios Disney. Ils l'ont redoublé, mais il me semble qu'ils ont redoublé que sa voix à elle, c'est ça? Non, je confonds avec une autre histoire. Blanche-Neige, ils ont redoublé tout le film. C'est pour le Livre de la Jungle et La Belle et la Bête qu'ils ont redoublé que son personnage. Parce que Disney, c'est des fiefs coquins. Des vilains pas beaux, hein, n'est-ce pas? Des sacs à merde. Oh là là, oh là là. Ça, ce sera redoublé, ça, dans la version DVD. Ouais. Est-ce qu'on pourrait... Ce serait marrant de faire un redoublage de la VOD Twitch quand on la basculera sur la chaîne de replay. Comme ça, il y aura celles qui auront été là sur le live et qui auront ceux qui auront grandi avec. Voilà, qui auront grandi avec au moins une semaine ou peut-être un peu plus. Et puis qui derrière, voilà, il y a LSN qui propose que tu dises à la place des capitalistes de petites vertus, et j'aime beaucoup cette proposition, sache-le. C'est une excellente idée. Voilà, on peut faire un concours de propositions dans le chat et du coup, on peut te faire redoubler la meilleure proposition. Voilà, on fera aussi un petit remaster, un étalonnage, tout ça. Enfin, ça sera super, quoi. Ça nous coûtera pas beaucoup d'argent, tout ça. L'autre chose qui peut être intéressante pour toi en termes de parcours, de ce que tu fais sur ta chaîne, etc. L'autre chose dont je voulais qu'on discute, et j'en profite parce que du coup on va pouvoir passer un peu de temps dessus. Alors attends, avant de passer à un autre sujet, je lis les commentaires qui sont en lien avec ce premier sujet. Il y a Barbure qui dit, déjà bonjour Barbure, je suis contente que tu reviennes sur ce deuxième live, il me semble que tu étais déjà là la semaine dernière. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire Blanche-Neige Lucie sur cette histoire. Alors, le documentaire en question dont parle Barbure, je crois qu'il fait 3 ou 4 minutes, c'est principalement du texte. Je suis pas sûr que ce soit la chose la plus intéressante pour en savoir plus sur l'affaire Lucy Dollen. Mais t'as fait une vidéo dessus? Non, j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Voilà. Alors qu'est-ce que t'attends? Ça me paraît compliqué d'appeler Blanche-Neige Lucie un documentaire, alors que c'est surtout une vidéo de 3-4 minutes où on voit Lucy Dollen. C'est un peu compliqué, quoi. En tout cas, c'est toujours intéressant. Si jamais vous avez des liens et des choses à partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme ça on peut en discuter ensemble dans le chat et avoir des avis. Des commentaires aussi dessus, comme tu viens de le faire, c'est toujours chouette. Tout à fait. Donc la chose sur laquelle je voulais qu'on passe du temps, parce que c'est quand même un truc que je trouve absolument chouette sur la chaîne comme expérience, c'est on parle de doublage évidemment sur ta chaîne, mais la vidéo que j'ai trouvée presque la plus marquante, bon j'exagère un petit peu mais c'est pour les besoins de ce stream, c'est celle sur Parasite. C'est celle sur Parasite parce que là, tu as vraiment montré qu'est-ce que c'était que le travail en studio de doublage. Tu as pu y aller, tu as pu filmer les images que tu voulais, tu as pu discuter avec la directrice artistique, avec l'ingé son. On a eu beaucoup de chance. Pour le coup, je prends le temps de remercier, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu le faire, Jokers Film. En fait, on a eu la chance que Parasite ait déjà eu droit à une sortie VO un peu plus tôt dans l'année. Comme il a eu la palme, comme il y a eu un engouement, ils ont décidé de faire une sortie VF. Et c'est parce que le film était déjà connu et que les images avaient déjà tourné qu'on a pu faire ce reportage. On va dire que les étoiles se sont bien alignées parce qu'habituellement, jamais un client donne l'autorisation de faire ça, quoi. Donc, on a vraiment eu beaucoup de bol et on a eu de la chance que ça s'organise bien comme ça. Et du coup, encore merci à Jokers Film. Et du coup, cette expérience-là... Toi, c'est une expérience que tu avais déjà un petit peu vécue, mais pas comme ça, jamais vécue, vécue mais jamais plus filmée, jamais pu filmer, pas jamais plus filmer. Disons que j'ai déjà eu l'occasion de passer dans des studios, d'observer des doublages, ça m'est déjà arrivé, souvent avec interdiction de filmer. Justement pour des problèmes de droit d'auteur, de droit à l'image, etc. Ça peut jouer des mauvais tours. Il y a un comédien, il y a quelques années maintenant, je suis vieux, qui a partagé par inattention des images de lui en train de travailler sur Hearthstone. Ça révélait une carte qui n'était pas encore sortie et il n'en a pas fallu plus pour qu'il se fasse remercier alors qu'il bossait sur cette licence depuis des années.
Donc il faut faire très attention. Du coup, les comédiens sont toujours très prudents quand il s'agit de se faire filmer en studio, parce que ça peut leur causer des soucis. Les directeurs artistiques, les gérants de studio sont très prudents aussi, parce que le distributeur artistique peut le distributeur peut les attaquer s'il y a une fuite non maîtrisée. Donc voilà, c'est très très risqué, c'est très très surveillé. J'ai souvenir d'être passé une fois chez Dubbing Brothers, qui est la grosse boîte de doublage, là où il y a tous les Disney, etc. Et il y a un écran d'accueil à l'entrée du studio qui indique dans quel auditorium, dans quelle salle on est en train de doubler quel truc. Et je vois en haut Winnie l'ourson. Et je suis en mode, je savais pas qu'il y avait un truc Winnie l'ourson en cours. Je demande à la personne qui m'avait laissé rentrer, dis donc, je savais pas qu'il y avait Winnie l'ourson en cours de doublage. Je savais pas qu'il y avait un truc Winnie l'ourson en cours. Et il regarde et me dit, quoi? Ah non, mais ça c'est Star Wars 7. Mais on va pas écrire Star Wars 7 à l'entrée du studio, quoi. Donc c'est très très surveillé. C'est très très contrôlé et c'est vraiment très très compliqué de rentrer dans un studio. Donc j'avais eu l'occasion de filmer quelques images du plateau de The Walking Dead parce que le directeur artistique Benoît Dupac est un copain et un inconscient. Il m'avait dit ah vas-y filme, allez on s'en fout. Mais à part ça, voilà, c'est le genre d'occasion. Et là récemment typiquement c'est une bonne illustration. Pour parler des clients contrôle fric, j'avais l'opportunité, on va dire, on m'a proposé, en tout cas, de réaliser un petit reportage sur le doublage du nouveau film Détective Conan, qui sort demain. N'hésitez pas à aller le voir, il paraît extra bien. Sauf que, en fait, les studios japonais, ils sont complètement frigorifié à l'idée que un Français puisse faire un reportage et montrer des images du film dans un studio de doublage. C'est pas possible. Et du coup, ça s'est pas fait. Alors que le distributeur français était chaud patate. Mais voilà. C'est quelque chose de général ou c'est vraiment... Est-ce que tu penses vraiment que si ça avait été fait par un Japonais, ça aurait été possible? Non, c'est général. C'est général. Il y a une grande insécurité. En fait, je pense que c'est aussi lié au traumatisme du piratage au milieu des années 2000. Les clients, les gens qui filaient leurs films au studio de doublage étaient terrorisés à l'idée qu'ils puissent sortir des studios et aller se balader sur Internet. Pour toutes ces raisons, les conditions se sont durcies au fil du temps. Je pense que Jeanne pourra nous en parler quand il sera revenu. Mais on a commencé à diffuser les œuvres en noir et blanc ou bien avec des gros logos watermark partout. Et parfois même pour les Disney, pour les Star Wars, ce genre de choses, il y a des comédiens qui en parlent de temps en temps. Toute l'image est noire, sauf un petit cercle où il y a la bouche du personnage qu'on est censé doubler. Donc ça aide pas à travailler. Et donc je pense que c'est cette peur de la fuite, des images qui fuitent. Je pense que c'est cette peur qui incite les distributeurs et les producteurs étrangers à faire très 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 attention à ce qui se passe autour de leur doublage. Donc c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que nom d'un chien, on a eu énormément de chance de pouvoir faire cette vidéo sur Parasite. Ouais, ça c'est clair. Je pense que Jeanne est en train de revenir, du coup je vais la réafficher, voilà, pour que vous puissiez profiter de son... Ah, c'était un aller-retour... Non, je suis là, j'apparais, je disparais. Elle disparaît. Mais alors, hop, voilà, je mets ça de côté. J'ai beaucoup parlé, Jeanne. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Et tu as des références de doublage cassette, DVD, cinéma qui sont incroyables.
Et donc, oui, je confirme ces derniers propos sur la sécurité en studio. C'est de mal en pis. Après, effectivement, on peut les comprendre. C'est des contrats qui sont sur des milliers de milliards d'euros. Et c'est vrai qu'il y a eu deux, trois petites bêtises qui ont été faites parce que tout le monde veut être un peu Instagrammeur. Et le problème, c'est que il y en a qui sont loin d'être bêtes et qui regardent tout et qui comprennent et qui, du coup, balancent des infos. Et voilà, on peut se mettre à la place de ceux qui ont investi des milliards. C'est con que le doubleur allemand ait diffusé l'image sans s'en rendre compte d'un moment hyper clé de la saison 4. Voilà. Donc, Alors, par contre, tu as 10 doubleurs, donc je crois que voilà. Éric Legrand va C'est ça, va venir arriver me derrière taper les toi et doigts. te manger. Ouais, mais alors votre point commun, c'est Brigitte. Brigitte, est-ce qu'elle dit doubleuse? Non, Elle dit comédienne. elle dit Malheureuse, il faut comédienne. pas dire Ah, on est ça. d'accord. Ah. Non, mais c'était Elle pour dit essayer de l'invoquer. l'invoquer pour qu'elle vienne Ouais. 3 te fois taper doubleuse devant derrière un la tête. miroir. Je me dis, on sait jamais, dans le doute, peut-être qu'elle peut débarquer. Non, ouais, effectivement. Mais je pense que, enfin, pardon, parce que Brigitte va me tuer d'entendre cette phrase, mais c'est aussi un peu générationnel. Je pense vraiment que c'est un truc où ils se sont tellement battus à une époque que nous, on n'a pas connu, où le doublage avait été vachement décrié dans le métier, où les comédiens qui faisaient du doublage étaient justement pas reconnus comme comédiens. Donc, en fait, ils ont beaucoup insisté sur cette nomination-là pour ces raisons-là. Aujourd'hui, c'est tellement le truc le plus à la mode qui soit dans le métier qu'en fait, tu pourrais m'appeler Cacahuète, qu'en fait, ça me poserait pas de problème, je pense. Mais est-ce que c'est pas un peu le même schéma qu'on retrouve sur, par exemple, improvisation, théâtre d'improvisation, etc. Est-ce que c'est pas un peu la même histoire à chaque fois, en fait? Oui, exactement. Alors, vous entendez ma voix, mais vous ne me voyez peut-être pas, mais je suis là. Et ça, c'est les tours de magie de Twitch. Ne faites Voilà. pas ça chez vous, c'est une professionnelle, c'est on vous ça. le rappelle. Exactement. Oui, c'est exactement la même chose. Effectivement, j'ai traversé la même problématique pour l'improvisation et je me souviens, pour le coup, parce que l'improvisation est plus jeune que le travail de doublage, qu'il y a 20 ans, moi-même, je faisais partie de gens qui disaient, non, mais on est des comédiens, on a fait le même travail, en tout cas d'apprentissage de plein de choses. Bon, après, moi, j'avais la double casquette. J'étais aussi comédienne de pièces écrites. Mais aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu es improvisateur ou improvisatrice, il va pas le mal le prendre parce que ça a aussi regagné de quelques galons, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, à une époque, on était un peu comme dans le doublage, on était quasiment tout le temps comédien, comédienne et improvisateur, improvisatrice. Voilà. Parce que pour les mêmes raisons que le doublage, on ne pouvait pas vivre que d'impro. De la même manière que la plupart des comédiens ne vivent pas que de doublage. Moi, je rejoins ce que dit Jeanne sur le côté générationnel et je rejoins aussi ce que tu dis, Kat, sur le côté on ne vit pas que de ça. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec un comédien dont je tairai le nom parce que je ne sais pas s'il est d'accord que je le cite, mais qui a une trentaine d'années, maintenant qui s'approche de la quarantaine, donc qui a nos âges, quoi. Et lui, il m'expliquait, il me disait, ça me dérange pas qu'on me dise doubleur, qu'on me dise que je suis doubleur, etc. Parce que le doublage, déjà, ça m'éclate. Ça me prend pas énormément de temps dans mon emploi du temps, dans ma journée et tout. Ça me laisse beaucoup de temps libre. Et surtout, ça me donne la latitude financière pour faire des pièces de théâtre qui marchent pas. Parce que la scène théâtrale parisienne, elle est très très concurrentielle. Et du coup, il y a pas mal de comédiens, et notamment celui-là, à qui j'en ai parlé, qui m'a dit, mais s'il n'y avait pas le doublage, je ne pourrais pas vivre de ces pièces qu'on monte à perte, quoi. Oui. Dit comme ça, on a l'impression qu'il fait des pièces un peu pourries, mais c'est pas le cas. Hein. C'est surtout non. On gagne correctement sa vie quand on fait un travail dans le doublage. On gagne comme on devrait gagner normalement sa vie au théâtre, mais malheureusement, les productions de théâtre n'ont pas les mêmes moyens. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'il faut entendre. Et effectivement, et c'est pas le seul. Et je crois savoir de qui tu parles. Mais c'est pas le seul. Ils sont très, très, très nombreux, voire même, on pourrait le dire. Je parlais des passe-temps tout à l'heure pour certains comédiens ou comédiennes qui aujourd'hui font beaucoup de travail en doublage. C'est ce qui fait que même s'ils voulaient arrêter, ils ne pourraient pas parce qu'on gagne très difficilement sa vie au théâtre, même quand on est bon et même quand on est dans des productions qui tournent, quoi. Donc, quand on a pris le pli de ne pas avoir de soucis en tant que comédien, qui est quand même un métier à la base assez compliqué en termes de rentabilité, quand il y a une sécurité à cet endroit-là, elle est dure à lâcher. Et ce qui est compréhensible, je pense, même pour ceux qui découvrent un peu notre univers. Oui, c'est sûr. Et puis,
Après, peut-être qu'il y a aussi une part de la profession qui fait pas tellement de différence, vu qu'il s'agit quand même d'interpréter et d'incarner des personnages, même si dans le cas des comédiens, comédiennes, doubleurs et doubleuses, on ne les voit pas incarner le personnage. Ce qui nous reste, c'est juste le travail de voix. Euh, Peut-être qu'ils font pas non plus forcément cette différence-là, et il y a le côté de se dire, ça reste de l'incarnation de personnages, du jeu d'acteur, etc. J'en sais rien, c'est une question que je pose. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les comédiens se sont énervés en premier lieu sur le mot doubleur. Parce que c'était à l'époque où le métier n'était pas du tout connu et assez nébuleux pour la plupart des gens. Il y a pas mal de gens qui pensaient, je sais, j'en ai rencontré, et je pense toi aussi, Jeanne, des gens qui pensent que le doublage, c'est du karaoké. Tu t'installes devant ta barre et puis tu lis ce qui arrive au moment de la barre et oublie le travail, effectivement, d'incarnation d'un personnage. Et mon avis, c'est que dans un premier temps, les comédiens ont lutté contre le mot doubleur parce qu'il niait cette facette et cette partie importante du métier, enfin même intégrale du métier, à savoir l'incarnation de personnages. Et Bien que sûr. le mot doubleur effaçait un petit peu ça. Dans ton parcours, toi, Jeanne, comment t'en es arrivée à faire du doublage? Comment ça s'est passé sur toi, ton parcours perso? Bah, écoute, ça va me permettre de répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure et que j'ai dû éluder. En fait, moi, j'ai un peu vécu un truc un peu extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens qui me demandent comment on fait pour faire du doublage rêvent un peu de ce parcours-là, parce que moi, je voulais faire ça, mais je ne savais pas comment y entrer. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'y rentrer, ça, personne ne le cache. C'est beaucoup malheureusement par rencontre. Donc aujourd'hui, on peut faire ces rencontres en faisant des stages ou en rencontrant quelqu'un qui en fait et puis qui a l'opportunité à un moment donné, mais il faut savoir que les opportunités sont rares, hein. Donc les gens qui vous disent je veux bien t'aider, mais qui ne le font pas, ne leur jetez pas la pierre. Il n'y a pas 10 000 opportunités et il y a tellement de gens qui nous demandent qu'en fait, on a dit oui à quelqu'un il y a 4 mois. Donc, en fait, on ne peut pas te faire passer avant cette personne à qui on a dit oui il y a 4 mois. Ça aussi, ça joue. Je le dis pour les gens parce qu'on est tous pareils. On nous le demande tout le temps quand on est dans ce milieu-là. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une sollicitation incroyable. Et donc, moi, j'ai commencé avec le travail des Cassos, qui était un truc hyper underground, monté par une production indépendante qui démarrait elle aussi. Donc, en fait, ils voulaient des voix. Pardon. Ils voulaient des voix. La voix. Qui n'était pas encore connu pour se démarquer du reste des productions. Et je la fais courte, mais on a démarré, on était une vingtaine de comédiens, comédiennes, on n'était plus que 2, 3 à la fin pour faire vraiment le programme qui est sorti sur Canal+ et YouTube. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que ça m'a fait une carte de visite incroyable vu que j'ai interprété une vingtaine, peut-être même plus de personnages différents. Et puis après, avec eux, j'ai fait Pipoudou and the Superfuck Friends, qui m'a donné voilà, la chance d'interpréter un des personnages phares de la série, qui est le docteur Lachatte. D'autant plus que le docteur porte ma voix naturelle. Donc ça, c'est rare qu'on me le demande. Donc c'était chouette aussi. Et puis voilà, après, moi, j'ai travaillé comme assistante de post-production dans un studio. Et ça m'a permis de découvrir le métier. Merci pour la promo, hein, Hugo. Ça m'a vraiment permis de découvrir le métier de l'autre côté et de comprendre aussi toutes les étapes. Et ça m'a ouvert des portes aussi parce que ça s'est fait un peu à l'ancienne. Ça se fait plus trop comme ça parce qu'on peut plus, Covid oblige et sécurité des produits oblige. Mais avant, on disait qu'il fallait venir assister. Et bien moi, de travailler dans le studio, ça m'a permis d'assister. Et donc là, on m'a donné l'opportunité de faire des petits personnages, des petites ambiances. Et au fur et à mesure, les DA, les directeurs artistiques qui dirigent donc les scènes de doublage qu'on doit enregistrer chaque jour, peuvent découvrir un peu tes compétences au travers de ça sur des petites choses. Et du coup, ils te rappellent après pour un peu plus. Et c'est comme ça, en fait, hein, qu'on devient comédienne de doublage. C'est à petits pas. Je connais vraiment pas grand monde qui est rentré par la grande porte tout de suite. Ou alors, ils étaient déjà un peu connus. Et c'est un peu le drame de ces quelques dernières années. Je ne sais pas ce que Hugo en pense, on n'en a jamais parlé. Mais aujourd'hui, il y a énormément de comédiens connus qui prêtent leur voix, souvent en plus, du coup, dans du dessin animé principalement, mais qui sont pas toujours très doués et qui
permettent juste de vendre le produit différemment. Après, il y en a qui sont super forts et franchement, je leur tire mon chapeau parce qu'ils n'ont pas bossé en amont pour ça, ils ont juste trouvé le truc ou ils ont été bien dirigés aussi. Mais pour les 50 autres pourcents, c'est un peu dur à vivre quand tu vois ton travail qui est un peu mis un peu comme ça, jeté au tout venant, quoi. Ouais, bah, je suis curieuse d'avoir ton avis, Hugo, mais je rajoute en plus une question là-dessus. C'est qu'en plus, le fait d'ajouter forcément le nom qui va faire vendre et qui va générer des entrées, est-ce que potentiellement ça masque pas aussi un peu le travail d'autres doubleurs et doubleuses qui vont un peu peut-être passer inaperçus aussi aux yeux du grand public, parce que forcément, ben, quand tu es dans le milieu, tu vas avoir un peu tendance peut-être à écouter toutes les voix, faire un peu plus attention à tous les personnages, mais est-ce que c'est pas ça aussi, ce phénomène-là de toujours vouloir avoir le nom connu qui va faire des entrées, qui fait qu'on n'a pas non plus de grands noms de doubleurs et doubleuses connus maintenant, si je caricature un peu, tu vois, maintenant, notre génération, ben, le nom de Brigitte Lecordier, il est hyper connu, Richard Darbois ou d'autres, c'était des gens qu'on connaissait et qu'on connaissait presque beaucoup plus pour le doublage que quoi que ce soit d'autre. Certains uniquement pour le doublage d'ailleurs, et j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant si on n'est pas un peu déjà voxophile. C'est compliqué parce que le Star Talent, le fait d'appeler des stars pour doubler des personnages, en soi, il n'est pas spécialement plus présent qu'il y a 20 ans. C'est simplement qu'on sort beaucoup plus de films d'animation qu'il y a 20 ans. Si on regarde dans les années 90, il y avait déjà du Star Talent sur quasiment tous les films d'animation qui sortaient en salle, sauf qu'il n'y avait qu'un seul studio qui sortait des films d'animation en salle et que c'était Disney. Aujourd'hui, bon voilà, il y a Disney, il y a DreamWorks, il y a Blue Sky, il y a 20th, il y a Sony Pictures, il y a Illumination Studio. Bon, et ils font tous appel à des Star Talent, plus Netflix, plus machin. Ils ont tous leur Star Talent, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais c'est aussi tout simplement qu'il y a plus de films d'animation aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Concernant les problèmes que ça impose, pour moi, c'est simplement la prolongation du système médiatique dans lequel on vit. C'est-à-dire que ce qu'on va reprocher au Star Talent en mode on met des têtes d'affiche connues pour incarner des personnages alors qu'il y a des comédiens moins connus qui auraient fait un travail bien meilleur, on peut le reprocher aussi aux films qui sont à l'affiche. On peut voir des comédies où ils ont appelé tel comédien hyper connu qui s'en fiche complètement d'être là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais il faut un nom pour vendre le film et notamment le vendre à des producteurs. Donc j'imagine que voilà, dans ce même système, le Star Talent, c'est quelque chose qui permet de vendre le film, en tout cas aux parents, puisque généralement c'est des stars que les parents connaissent quand c'est des films d'animation destinés aux enfants. Après, ce qui est marrant, c'est que tu parles de Brigitte et d'autres comédiens. Moi, j'ai l'impression que les choses ont tendance à changer aujourd'hui, mais pas spécialement pour le mieux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est en train simplement de remplacer un système médiatique par un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des comédiens qui ont acquis une solide réputation et une solide communauté, justement parce que le métier a été plus mis en lumière. On a Donald qui fait Stream VF, on a Dorothée qui fait des choses sur son Instagram, elle est très suivie sur Instagram. On a Brigitte qui a sa chaîne YouTube, qui est aussi suivie sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. On a, comme tu as dit, des figures un petit peu emblématiques comme Richard Darbois, des figures tutélaires. Et en fait, du coup, c'est ces figures qu'on voit de plus en plus sur des petits projets indépendants, quand on a besoin d'une voix, quand un studio de jeux vidéo amateur, enfin indépendant, a besoin d'une voix de narration, quand quelqu'un du web veut faire un projet de court-métrage et qu'il a besoin de narration, eh ben, on va, en tout cas, c'est la sensation que j'en ai, moi, on va aussi beaucoup faire appel à Donald, à Dorothée. C'est des noms qui vont revenir régulièrement. Pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas présents dans le système médiatique traditionnel, la télé, les médias, voilà, les salles de cinéma, ils sont très présents sur Internet, ils ont une communauté forte. Et donc, quand on a un projet qu'on souhaite vendre à des communautés du web, eh ben, c'est une autre forme d'influenceur
qui vont trouver leur public. Et quand une série décide de faire doubler un personnage par Donald, moi, ça m'arrive de me dire, bah, j'adore Donald. Donald, vraiment, c'est un comédien et même c'est une personne que j'apprécie énormément. Mais parfois, je me dis, c'est dommage d'avoir appelé Donald. Il y a sans doute un autre comédien qui aura une voix peut-être plus appropriée ou peut-être plus marquée ou tout simplement aussi peut-être plus inédite par rapport à une voix comme celle de Donald qu'on connaît beaucoup. Donc, le Star Talent, on peut le déplorer clairement pour le côté performance, parce qu'il y a des comédiens, enfin, il y a des gens qui ne sont pas comédiens et ça s'entend. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre d'être là et ça s'entend aussi. Mais en soi, on ne peut pas remplacer ce système-là par un autre. C'est toute une vision du système médiatique qu'il faudrait repenser. Et ça, c'est compliqué. C'est un peu comme quand on dit qu'on veut faire chuter le capitalisme. C'est un doux rêve, mais c'est plus dur, plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que là aussi, il faut un peu reconnaître les deux côtés de la médaille. C'est que je pense que... Je sais pas ce que tu en penses, Jeanne, ce que j'ai dit sur la deuxième sphère des comédiens de doublage très connus qui se met en place à travers les réseaux sociaux. Je sais pas un grand débat en interne, ça. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment, ça a divisé, je pense, en deux familles, les gens du milieu qui travaillent dans ce milieu-là en tout cas. Je pense encore une fois qu'il y a un pont un peu générationnel, mais même à l'intérieur de la même génération, il y a des gens qui sont pour, parce qu'ils trouvent ça chouette, parce qu'enfin, ils ont une visibilité et du coup, les avantages de cette visibilité, et puis d'autres qui ne comprennent pas, pour qui c'est quelque chose, un ego trip, quoi, tout simplement, ou alors, parce que donc moi, je ne suis pas trop là-dedans, moi, je le fais, mais je ne suis pas assez connue, on va dire, pour rentrer dans ce système-là. Ou en tout cas, ce n'est pas encore ma tasse de thé. Mais je sais qu'il y en a qui se font rémunérer pour des répondeurs, des choses comme ça. Et donc, c'est surtout ça qui est un peu décrié. On a l'impression qu'il y a comme un marché noir qui est en train de s'installer dans le doublage. Ouais, je ne sais pas. J'avoue que c'est encore trop récent pour moi. Et j'y vois pas mal, mais j'y vois pas non plus que du bien. Et pour autant, enfin pour autant, c'est pas forcément le bon mot de liaison, mais la culture web, elle a énormément servi certains projets, et notamment dans la constitution de ce qu'on va appeler des fanbases. Si on reparle des Cassos ou de Pipoudou, la communauté surtout internet, Pipoudou. c'est vraiment, et encore plus Pipoudou, enfin, ce genre de programme n'existerait pas sans Internet, et les personnes que ça a fait travailler, et ben elles ont aussi il y a rien, on ne doit rien à personne, mais peut-être envers aussi le public Internet, il y a un peu peut-être cette forme de connivence qui est plus facile, le fait direct. Voilà, plus direct en tout cas, ouais, effectivement, mais ça peut déborder aussi, tu vois, c'est ça le problème. C'est que moi, je les trouve incroyables. Tu parlais de Dorothée, entre autres. Effectivement, elle est énormément suivie sur Instagram. Moi, la première, je m'éclate à regarder ses aventures. Mais je sais qu'elle a plus de vie. Enfin, je ne vais pas parler à sa place, mais je veux dire, elle est tellement suivie, il y a tellement de demandes que je pense que les délais en fait d'attente pour qu'elle puisse répondre à tout le monde doivent être incroyables, et elle doit faire ça la nuit avant d'aller se coucher. Enfin, quelque part, je l'envie pas, quoi, parce que c'est un point en plus, mais parce que je pense qu'elle adore les gens qui la suivent et qu'elle est extrêmement sympathique sur tout ça. Mais il faut se rendre compte en fait que quand si toi tu demandes, dis-toi qu'en fait tous tes voisins ils ont fait pareil, quoi. Bah oui, et on le voit dans les salons, hein, quand tu vois la file d'attente pour aller signer n'importe quoi ou claquer une bise, bon on le fait plus ça, mais voilà, tu te dis imagine la facilité sur les réseaux. Parce que là il fallait se déplacer, il faut faire la queue, hein. Mais imagine du coup si t'as pas à te déplacer et pas à faire la queue, juste à mettre un message. C'est pareil, les gens des fois ils s'énervent quand on répond pas à un message, mais bon, moi, ça va encore, hein, une fois encore, je suis très, très en bas de tous ces gens qui ont été cités, mais enfin, quand tu te réveilles et que tu vois la liste de messages et qu'il faut répondre, il y a une vie aussi à vivre, il y a un travail, donc voilà, je pense que tout ça, c'est compliqué, c'est génial, mais je pense que ça demanderait de créer des nouveaux métiers de community manager plus organisés pour ces gens-là, quoi. Oui, Ou alors d'embaucher des jeunes pour tenir une chaîne YouTube. Par exemple.
Si j'étais une À bas comédienne, prix, à bas voilà, prix. bah, esclave, on peut le dire. Hein. Si j'étais une comédienne connue pour un gamin dans un dessin animé japonais, je Voilà, pense que comme c'est ça, ce à que je tout ferais. hasard. À tout Voilà, Ouais, hasard. mais je dis ça. C'est étonnamment précis, mais c'est du pur hasard. Bah Après, oui, c'est la ça, c'est- bêtise de ceux qui acceptent, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui, finalement. Et puis, est-ce qu'ils en profitent pas eux aussi sur leurs réseaux sociaux pour faire de la com, hein? Est-ce que quand on atteint cette notoriété, alors tu dis bas de l'échelle, petite notoriété, etc. Mais est-ce que quand on atteint quand même cette notoriété et qu'on est installé quand même un petit peu dans ce milieu-là, on arrive à choisir ces projets et les personnages qu'on a envie d'incarner, ou est-ce qu'on est encore quand même, parce que petit milieu relativement fermé, soumise à accepter quand même beaucoup de choses parce qu'on a envie de continuer à travailler et de pouvoir croiser des directeurs et des directrices artistiques dans des studios au hasard d'un truc? Moi, déjà, je suis pas trop du genre à dire non à des expériences, quelles qu'elles soient. Donc, quand on me demande, même parfois des gens qui ne me connaissent pas, et à juste titre, de venir faire vraiment 3 lignes pour un projet pas très intéressant en soi, je le fais. Mais je le fais parce que, effectivement, ça me permet de rencontrer cette personne, de voir comment elle travaille, de voir si moi, ça m'intéresse ou pas les projets que cette personne dirige. Parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvais exercice non plus. Ça m'est arrivé vraiment de galérer sur des choses a priori simples. Et on en revient à cette notion de... Il n'y a pas que la technique, en fait. Il y a aussi comprendre l'environnement que tu dois intégrer avant de dire les phrases qu'on t'a demandé de dire, quoi. Et parfois, ben, c'est pas que t'es pas bonne, ou... enfin, c'est que c'est compliqué. Parce qu'il y a tout un background que la comédienne qui a joué la scène avant, elle a eu le temps de digérer. Des mois, en fait, des semaines de tournage. Et puis, bah, toi, tu arrives là, le matin, tu as bu ton café et il faut que tu joues une scène avec un background énorme. Bah, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, ouais, j'accepte, moi, encore, de faire plein de trucs. Rarement, ça m'est arrivé de dire non à des projets, mais c'est parce que vraiment, je les trouvais pas bons, quoi. Enfin, tout simplement, moi, pour moi. Hein, c'est très subjectif. Mais sinon, dès qu'on me demande, je ne devrais pas dire ça, mais dès qu'on me demande de faire quelque chose, a priori, je trouve le temps de le faire parce que si ça ne me coûte pas plus et si ça fait plaisir, ben, on n'a qu'une seule vie, quoi. Faut faire plaisir au maximum. Et puis preuve en est ce soir, petit stream Bah oui, pour discuter de doublage tranquillement entre nous. C'est quand même bien gentil aussi d'avoir trouvé du temps pour faire ça. Et donc, je merci t'en prie. aussi. On n'a pas reparlé du chèque, mais j'imagine qu'on en reparle Ouais, après. voilà, Mais toi, Hugo, exactement. tu es dans les hautes Toi, sphères, tu fréquentes des gens. Alors, tu demanderas Si seulement. à une doubleuse un peu connue qui potentiellement fait des personnages d'enfants, tout ça, parce que je lui ai donné. Du coup, bah, voilà, avec elle. Merde, non, mais c'est mort, elle va le garder pour elle. Quelle que soit cette personne, Elle va elle s'acheter. a. Bah, c'est surtout qu'en fait, elle a droit de regard sur mon compte, c'est ce qu'on a négocié. Donc, en fait, elle peut prendre tout mon argent et j'ai pas mon mot à dire. Ça blague dans le chat, il y a quelqu'un qui dit en tant que quelqu'un ayant proposé un projet refusé par Jeanne, je suis blessée. Entre parenthèses, c'est faux, je rigole. Ah oui, le truc horrible. Appelle-moi. Appelle-moi, on fera tourner en privé le 06 de Jeanne, évidemment. Est-ce que question complètement naïve, est-ce que un peu la démocratisation du livre audio, elle permet à des directeurs, des directrices artistiques ou à l'inverse à des comédiens, comédiennes de se faire un petit peu repérer plus vite dans le milieu du travail de la voix? C'est un peu les mêmes, hein, en fait. Hein. On retrouve les mêmes personnes qui font, pour moi, hein, dans mon créneau, mais je pense qu'Hugo aura sa réponse. Moi, j'ai pas découvert vraiment beaucoup de nouvelles voix dans le livre audio, mais la chose qui me semble exister là, c'est que ça crée des nouvelles productions, et ces nouvelles productions, elles, n'ont pas forcément les moyens, donc elles vont aller chercher des voix qui sont moins chères. C'est le seul truc que je vois où, effectivement, du coup, on pourrait entendre ces voix-là. Mais je sais pas, Hugo, tu auras peut-être un meilleur regard Ouais, là-dessus. en fait, je me sens directement concerné par cette question parce que j'ai une amie qui travaille dans le livre audio. En fait, il y a
une chose à prendre en considération, je ne sais pas si Jeanne, tu auras quelque chose à dire dessus, mais quand on veut travailler dans le monde du doublage, une des conditions quasiment indispensables, en France en tout cas, si on veut travailler régulièrement et se faire repérer, etc., c'est d'être sur Paris. Il y a trop peu de studios dans d'autres régions et il y a des clients trop frileux qui n'ont pas envie d'y faire appel. Donc, c'est compliqué quand on n'est pas à Paris. Et par contre, il y a des comédiens un peu partout en France qui font du livre audio. Ça demande moins de technique que le doublage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un écran de projection, d'une bande rythmo. C'est moins exigeant en termes d'équipement, ce qui fait qu'il y a plusieurs studios d'enregistrement lyonnais je dis ça parce que je suis à Lyon, il y a plusieurs studios d'enregistrement lyonnais qui se sont lancés là-dedans. Et même pour peu qu'on ait un bon home studio, c'est des choses qu'on peut faire directement de chez soi. Typiquement, je pense qu'il y a, si effectivement pour les studios de livres audio les plus mainstream comme Audible ou Blind, ça va effectivement pas changer. Et en plus, du coup, ça entretient un petit peu ce qu'on a dit sur le côté nouveau gros nom médiatique. Je pense j'ai eu l'occasion de faire une petite publicité pour Blind dans une de mes récentes vidéos. Ils ont fait la série audio, enfin le livre audio, la BD audio, l'Enfeust de 3. Et typiquement, c'est Donald et Dorothée sur les rôles principaux. Mais dès qu'on sort un petit peu des choses les plus mainstream, on va dire, dès qu'on sort un petit peu du monopolistique, oui, Molchegik rappelle que Sarkozy a enregistré Le Temps des Tempêtes, tout à fait, grand comédien de doublage, Sarkozy. Mais bref, dès qu'on sort un petit peu de ces grandes plateformes, eh ben en fait, on va aller taper sur on peut, en tout cas plus facilement, découvrir des talents en périphérie, en province, comme on dit à Paris. Et peut-être que c'est aussi une possibilité pour des comédiens qui ont envie de faire de la voix, mais qui ne sont pas à Paris, d'émerger d'une autre manière, quoi. Après, c'est mon expérience de personnes qui côtoient une comédienne lyonnaise qui bosse un peu là-dedans, quoi. Non, mais c'est ce que je disais, effectivement, mais tu vois, tu as très bien illustré finalement ce que je disais de manière plus précise. Si les productions qui font du livre audio ont de l'argent, ils vont prendre des voix connues et qui sont chères. Il faut dire ce qu'il y a, hein. On a tous un tarif, voilà. Et ce travail-là, ce nouveau média, permet à des plus petites productions d'être effectivement installées ailleurs qu'à Paris et de vivre ailleurs qu'à Paris avec des budgets moindres, donc des comédiens qui se font payer moins cher. Mais qui ne sont pas forcément moins bons. C'est juste que comme ils démarrent, c'est la loi du marché, ça, hein. Oui, bien sûr. Il y avait cette question qui revenait régulièrement, Hugo, notamment dans les FAQ du doublage, sur la question de payer au forfait ou payer sur les tarifs du doublage. Est-ce que cette convention de tarification qui est dans le doublage et qui est enfin, si j'ai bien retenu tout ce que tu expliquais, c'est que c'est quand même très mal vu, même encore aujourd'hui, ça reste très mal vu de payer au forfait des comédiens et des comédiennes sur un doublage. Est-ce que ces conventions-là, je finis ma question, comme ça tu pourras me corriger si j'ai des défauts dans plusieurs parties de question. Est-ce que ces conventions-là, elles restent vraies pour des choses comme le livre audio, etc. Est-ce qu'on considère qu'on va se soumettre aussi aux tarifications qui sont en cours dans le milieu du doublage d'animation, de cinéma, etc. Ou est-ce qu'on se dit qu'on est sur un autre médium et que du coup, on se permet des tarifs qu'on veut? Il n'y a rien de faux, contrairement à ce que tu avais l'air d'appréhender. Il n'y a rien de faux dans ce que tu dis. Simplement, la question est compliquée. Et puis surtout, elle commence à dater, la FAQ du doublage où j'ai parlé de ça. Les choses ont pas mal évolué dans la tarification des voix. Pas forcément bien, on va pas se mentir. Disons qu'à une époque, notamment dans les années 90-2000, il y avait le paiement à la ligne qui était la règle, ce pourquoi des comédiens s'étaient battus.
et le paiement au forfait, donc on te paye toute une journée pour faire ça. Et ça a été considéré effectivement comme très mal vu. Ceux qui en faisaient étaient blacklistés. Et voilà, et de manière générale, on incitait les comédiens à rester sur du lignage et à boycotter les studios qui faisaient du forfait. Le problème, c'est que depuis, d'abord, il y a eu le doublage en Belgique, où les Belges pratiquaient le forfait. Aujourd'hui, ils ont leur propre convention collective. Normalement, ils font plus de forfait. Mais des studios, enfin des clients qui avaient besoin de doublage low cost sont allés en chercher ailleurs, sont allés en chercher au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Maghreb. L'Algérie et le Maroc se lancent pas mal dans le doublage aujourd'hui. Donc, les tarifications ont pas mal évolué. Il y a eu aussi la province. Typiquement, il y a eu des studios qui ont ouvert à Grenoble, à Lyon. Et c'est des studios qui n'avaient pas forcément conscience parce qu'ils démarraient dans le doublage et qu'ils n'avaient pas connaissance de tout le milieu parisien. Du coup, c'est des gens qui ne sont pas forcément au courant, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, c'est des gens qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a des conventions collectives, qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a un tarif syndical et qui parfois se font malgré eux malmener en fait. Et quand on leur explique que non mais en fait t'es payé en dessous de ce que tu devrais être payé, soit il y a des réactions en mode oh merde alors, et des fois il y a des réactions en mode je sais mais si je le fais pas, juste on m'engage pas quoi. En fait, il y a eu une explosion de la tarification dans le monde de la voix de manière générale. En théorie, il y a toujours le truc du lignage, le truc de la convention collective avec, je crois que c'est 5,50 € pour la télé et 6,50 € pour le cinéma, quelque chose comme ça, pour les tarifs 2020. Ça, théoriquement, c'est ce qui doit encore être en place. Maintenant, le fait est qu'il y a plein d'endroits qui ne respectent pas. Et comment dire, il y a plein de comédiens, de par le statut précaire dont parlait Jeanne du métier de comédien, se sentent obligés d'accepter. Et ça rend les choses très compliquées pour faire valoir des droits et des conventions collectives auprès des studios, tout simplement. Après, voilà, on est sur une chaîne de gros gauchistes, donc je pense que ça choquera personne d'expliquer tout ça. Mais voilà. Et puis d'ailleurs, j'allais rajouter un truc, tu me corriges si je dis une bêtise, mais on est d'accord que ces tarifs que tu donnes, on parle de minima. Non, c'est fixe. C'est fixe, ok. Ouais, c'est fixe. Parce qu'il y a aussi ce truc-là aussi, souvent que... Après, voilà. Quand on parle de forfait, il y a aussi des comédiens, moi j'ai rencontré des comédiens pour le coup qui veulent rester anonymes, qui ont fait du forfait à l'époque des années 2000, à l'époque des studios belges, etc., de Schinkel, des débuts de Schinkel, où effectivement on avait du forfait et tout, et il y a des comédiens qui étaient en mode bah oui je l'ai fait, etc., mais qui étaient en mode qui dénonçait l'hypocrisie du milieu en disant ok nous on fait des forfaits, etc., mais quand un comédien star, la voix de Bruce Willis ou la voix de machin, demande un gré à gré, ce dont parlait Jeanne, un truc fixe parce qu'ils sont la voix de tant de telle star, et ben c'est aussi du forfait, donc on devrait tout autant s'en indigner. Donc voilà, c'est compliqué la tarification du doublage. Théoriquement on devrait rester sur ce tarif syndical fixe, mais dans les faits c'est pas appliqué. Alors pour revenir sur ta question initiale du livre audio, c'est pas les mêmes tarifs parce que sinon voilà parce que c'est pas le même travail. Quand on parle de doublage, voilà, il y a l'image, il y a la synchro, etc. Quand on lit un livre, c'est pas le même travail. Donc je connais pas les tarifs syndicaux pour le livre audio, mais j'imagine que ça doit être la même problématique que pour le doublage, à savoir qu'il doit y avoir un tarif fixé par les conventions collectives et que certains studios ou certains indépendants, pour pouvoir en vivre, décident de pas le respecter. Je pose une question très ouverte, j'ai absolument pas d'avis là-dessus parce que pas assez de connaissances là-dessus, mais en quoi ce serait choquant, ou particulièrement choquant, qu'un comédien ou une comédienne qui est la voix emblématique d'un personnage emblématique, où l'acteur ou l'actrice se palpe des millions de dollars ou d'euros de manière plus restreinte, mais à chaque film,
pourquoi sa voix iconique dans un pays étranger, on parle de la France, mais ça pourrait être dans n'importe quel pays, pourrait pas se dire à un moment donné, ben, je suis aussi responsable de l'amour que les gens ont pour cet acteur ou actrice, ce personnage. C'est aussi grâce à moi que les gens continuent à aller voir ces films, l'apprécier, etc. Donc il est légitime que je touche une rémunération qui tienne compte de ça. Bien sûr, mais ça a été le cas hein, dans Friends, notamment, c'est l'exemple le plus probant. Hein. Mais Hugo racontera mieux que moi, je pense, il est plus alerte. Mais il y a énormément de comédiens et de comédiennes, et j'en connais d'autres que je ne citerai pas forcément, mais on pourrait aller noter ici Céline Montserrat, la voix de Julia Roberts, qui a aussi dû se battre sur beaucoup de choses pour pouvoir être rémunérée à hauteur de son travail et de l'amour que les gens portent à sa voix. Mais c'est très difficile. Hein. En France, ouais, je sais pas, ça marche pas. Aux États-Unis, ils n'ont pas autant de doublage que nous, parce que voilà, mais je sais pas. Même ailleurs, je sais pas, je connais moins bien toute l'historique de tout ça, mais je sais qu'ici, c'est compliqué. Ce genre de négociation est vite mal vu. Et, et puis ça peut marcher, hein. On peut tuer des voix, mais il y a aussi un autre système qui est mis en place, et ce depuis je ne sais pas combien d'années, même peut-être depuis le début, mais c'est que pour lutter contre ça, il donne pas une seule voix à chaque comédien, il lui donne au moins 2 ou 3 voix. Et ce qui fait que le public se dit, ah, mais il y a cette voix, mais il y a aussi celle-là, du coup il aime les deux, et du coup s'il y en a un qui est trop chiant, bah ciao, on va prendre celui qui a fait la moitié du travail. Tu me dis si j'ai faux, hein, Hugo. Mais... Non, mais là, pour le coup, c'est vrai que du point de vue purement des spectateurs, c'est compliqué. Là, effectivement, du côté des comédiens, c'est un monde que je connais pas, donc c'est difficile à dire. Effectivement, pour parler de l'exemple de Friends, Friends, c'était une série très populaire. Son doublage français la rendait aussi très populaire, et quand des comédiens ont négocié d'avoir leur salaire revalorisé, on parle pas de gré à gré honteux, là, on parle vraiment de simple augmentation de salaire. Et ben, on a viré tout le monde et on a remplacé par d'autres voix, et le public l'a bien noté et s'en est plein. Il y a pas eu contrairement à ce que voudraient croire certains anti-VF sur le côté les spectateurs qui regardent la VF sont des crétins et pourraient avaler n'importe quoi. Le spectateur qui regarde la VF, il est très alerte et il est parfaitement conscient qu'on a changé sa voix et que ça ne se passera pas comme ça. Quelque part, c'est aussi le gros avantage qu'a donné Internet, entre guillemets. C'est-à-dire que Internet a donné beaucoup plus de pouvoir aux communautés de fans. Et même si encore aujourd'hui il y a des distributeurs qui s'en fichent complètement de ce que peut penser le public, hélas, ça arrive aussi que sur des retours de séries ou sur des rééditions, on fasse attention à ce que disent les fans, en mode on a bien compris, on fera gaffe. Genre un éditeur Blu-ray qui a réédité le premier film des Tortues Ninja. Ça faisait des années que le premier film live, ça faisait des années qu'il était édité avec un autre doublage belge ou québécois. Et le studio a dit, OK, on a bien entendu les demandes des fans, on va remettre le doublage d'origine, on va le restaurer, etc. Je parlais tout à l'heure du nouveau film Détective Conan qui va sortir. Quand Eurozoom a repris le truc, ils se sont dit, on va récupérer les comédiens qui faisaient la série sur France 3 dans les années 2000. On va conserver ce même casting pour garder une continuité, pour que les gens qui aimaient Détective Conan quand ça passait sur France 3 puissent retrouver ces voix qu'ils aiment. Pareil pour Promare, j'ai réalisé un petit reportage dessus. Promare, c'est le même studio que ceux qui faisaient Gurren Lagann, et c'est une suite spirituelle de Gurren Lagann, on peut le dire. Et Eurozoom, sur les conseils des fans, et parce que les personnages ressemblaient beaucoup à d'anciens personnages de Gurren Lagann, sont allés chercher les comédiens qui travaillaient sur Gurren Lagann, sur la VF de Gurren Lagann. Donc, Internet donne plus de pouvoir aux communautés et c'est pas plus mal. Maintenant, vis-à-vis des gré à gré honteux, c'est compliqué parce qu'on a toujours envie de retrouver la voix qu'on connaît, et quelque part c'est normal. Et c'est normal aussi que des comédiens qui estiment avoir contribué à
au succès de telle ou telle star ou de telle ou telle licence en France ait envie de le faire valoir. Mais comme le disait Jeanne, c'est à double tranchant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les distributeurs sont de plus en plus, comment dire, pas sans scrupule, mais hésitent de moins en moins à couper un comédien, même s'il est la voix attitrée. C'est les gars de... Alors maintenant, ça a changé parce que c'est plus la Fox, mais à une époque, ça avait changé de direction à la Fox. Et la personne qui se chargeait des doublages de la Fox avait décidé qu'elle en avait marre du gré à gré. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les bonus pour les voix attitrées de tel ou tel comédien. Et je sais que sur Logan, Oui. on a fait sauter le comédien habituel, Joël Zaffarano. Et puis, il y a d'autres exemples comme ça chez 20th Century Fox, quand on estime un gré à gré. Et puis, Disney fait ça aussi de plus en plus. Est-ce qu'il y a déjà des mobilisations populaires, par exemple des communautés de fans sur Internet, etc., qui ont permis de remettre en place un doubleur ou un comédien de doublage ou une comédienne de doublage qui aurait été évincé par la prod? Moi, il me semble que oui, hein. Après, je n'ai pas les Ouais. exemples précis, mais j'ai beaucoup entendu ça de plus en plus. C'est pour ça que Hugo a raison en disant ça. Mais parce que aussi aujourd'hui, les financements sont compliqués. Et donc, en fait, si les gens qui sont intéressés par le projet boudent le projet pour justement pour défendre leurs idées, chose que pour le coup est très français, ben, ils vont tout perdre. Donc, faut trouver le juste équilibre entre leurs besoins de production et puis leurs besoins d'achat derrière et de rembourser le financement. Ouais, oui. Et puis j'imagine que après, je sais pas dans quelle mesure c'est utilisé sur du doublage ou de la production de contenu. Ça peut l'être dans le cas de certains studios, je pense dans une certaine mesure notamment à Bobby Pills, mais le financement participatif donne aussi peut-être une place encore plus importante aux communautés qui se forment autour des séries et des projets. Et j'imagine très bien la communauté, par exemple, de Pipoudou, s'insurger et renverser des tables si un jour on annonçait que le docteur Lachatte changeait de voix par autre chose que ta volonté de passer à autre chose. Enfin, Oui, oui. bon, c'est pas du tout Oui, le c'est cas, ça. hein, Je pense c'est un exemple qu'effectivement, oui, déconnecté, je ne vous précise. alertez pas. Mais oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est ça qui est merveilleux, c'est que les fans comprendraient tout à fait que moi, je décide, ils seraient très tristes et tout ça, mais voilà, je sais que c'est que de l'amour et ils comprendraient tout à fait. Ça n'est pas parti pour être le cas, effectivement, mais à l'inverse, je pense qu'il serait très énervé et en colère, mais le projet est tellement incroyable que le projet en lui-même ferait que tu peux pas le bouder, quoi. Mais je sais que ça ferait parler, ouais. C'est ça qui est très joli. Mais ce projet, de toute façon, ne rentre pas dans ce cadre-là parce que ce soit Brigitte ou moi, on était tout à fait en dessous de nos tarifs habituels et on l'a fait avec plaisir. On ne pouvait pas le faire totalement gratuitement parce que c'est pas possible en fait. Sinon, effectivement, là, on rentre dans un circuit où pour nous, ça va de mal en pis, c'est pas possible. Mais on l'a fait à un tarif qui était plus que raisonnable pour que la production existe et que le projet existe. Et, euh, et puis, on avait tous envie qu'ils vivent, quoi. Donc, nous-mêmes, on a mis des sous dans le projet pour qu'ils vivent, Ouais. quoi. Tu vois, Ouais, c'est quelque chose qu'on connaît bien de manière plus générale dans le théâtre, dans, c'est ça. dans l'improvisation également, qui est du théâtre de toute façon. Oui, mais c'est vrai que dans l'impro, il y a encore moins d'argent, tu as raison. Donc oui, c'est une situation qui me parle beaucoup. Et d'ailleurs, qui va me permettre une petite transition, parce que je vois l'heure qui tourne. Est-ce que, Jeanne, tu penses que le fait d'être improvisatrice t'aide à être aussi une bonne comédienne de doublage Oui. sur vraiment le fait de pouvoir tout jouer, l'adaptabilité, que sais-je encore? Oui, après, je sais que moi, je suis dans une catégorie qui est très spécifique de comédienne de doublage, parce que je suis ce qu'on appelle une voix caméléon. Donc, mon côté improvisatrice m'aide aussi à ça, à aller chercher, à explorer plus facilement des voix qui, derrière, vont trouver à vivre. Je pense que quelqu'un qui a peut-être pas fait d'impro aura plus de timidité à aller explorer d'autres univers vocaux.
Et puis c'est d'ailleurs ça qui m'a donné une palette large. Mon acolyte de toujours, Guillaume Darnaud, vient lui aussi de l'improvisation et a fait, on en rigole, en fait, on a fait les mêmes conneries tout seul chez nous devant le miroir parce que ça nous éclatait, quoi. Hein. Lui, ses voix Ma bite, il l'a pas trouvé comme ça. Enfin, tu vois, il l'a travaillé en faisant le con avec ses potes. Et moi, je sais que quand j'avais 8 9 ans, je faisais déjà des petites voix comme ça pour rigoler avec mon petit frère. Donc, les cordes vocales sont un muscle qu'il faut entraîner et travailler. Si ça fait 20 ans, 30 ans que tu fais des conneries à créer des personnages sur scène en impro, évidemment que tu travailles tes compétences vocales et que derrière la barre, comme je le disais, on n'a rien à part un écran. C'est froid, un écran. On est souvent seul dans cette salle. On a, enfin, on n'a rien, on a une chaise, une barre et il faut envisager tout ce qu'on projette sur l'écran, sachant qu'en plus, il faut suivre techniquement une bande rythmo, donc un texte qui est très technique parce qu'il y a les respirations qui sont indiquées, il y a le temps de parole, il y a l'intensité aussi, ce qu'on appelle la largesse avec laquelle tu dois donner ton texte, si les mots sont écrits, mais j'imagine que vous avez déjà fait des choses là-dessus, streamé là-dessus. Alors, Donc, moi, non, mais, bon, mais Hugo en a déjà Hugo, maintes parlé fois, ouais, plusieurs voilà. fois, ouais. Et donc, tout ça, en fait, fait que si tu as, la casquette impro, je pense que ça te permet de sortir un petit peu de tout ça et de te libérer, bien que moi, je sois quand même quelqu'un assez bon élève et que ça m'arrive encore que des DA me disent Jeanne, on s'en fout de la technique là maintenant, juste joue. Mais aussi parce que de plus en plus, la technique, ou alors c'est qu'à moi que ça arrive, j'ai l'impression que j'ai quand même pas trop de chance. Souvent, la technique fait que ça bloque un peu le jeu. Hein. On est contraint par trop de mots à la seconde ou alors à des mots qui collent pas avec l'intention du personnage ou ce qu'on appelle l'ellipse. On te donne un mot en français qui est hyper ouvert avec des O et des A alors que le personnage lui fait des I et des Donc bon, pas facile à caser quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi un peu contraignant du fait que l'outil bande rythmo, je ne sais pas si les gens se le visualisent, et encore une fois, je vous ai remis je vous avais mis tout à l'heure dans le chat et je vais peut-être le remettre, l'épisode sur Parasite qui est sur la chaîne d'Hugo, parce que on voit très bien ces dispositifs-là, puisque Hugo a pu filmer dans un studio de doublage qui est quand même une expérience complètement incroyable. Ah non, mais extraordinaire. je le redis pour la 10e fois, mais on a vraiment eu énormément de chance et c'est ouf. Et en plus que ce soit fait sur la Palme d'Or, Oscar du meilleur film, c'est formidable. Donc, mais tu le disais tout à l'heure. Tu le disais, tu veux que tes vidéos soient comme des livres dans une bibliothèque qu'on peut ressortir à n'importe quel moment, puisque je n'étais pas là, mais j'entendais. Et ben oui, ça c'est typique. C'est très rare de voir des reportages immersifs comme ça. Et c'est fini. Enfin, je veux dire, j'y crois plus, il n'y en aura plus. C'est trop fermé. Je suis pas aussi pessimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué des gens pour le monde du doublage, oui, ça peut ouvrir, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais typiquement, tout ce qui est film qui joue un petit peu sur la nostalgie, et ça, on va pas se mentir, c'est le cœur de ce qui marche actuellement dans la sphère mainstream, on va dire. Le prochain blockbuster, c'est quand même un 6e Jurassic Park. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est typiquement le genre de choses qui peut intéresser des gens si on dit retour des voix du Jurassic Park de 91. Si Universal Pictures était un tout petit peu moins à cran sur ces histoires d'images, etc. Et encore, ça se contrôle très facilement avec des signatures de NDA des youtubeurs, tu vois. Mais je suis sûr que pour ce genre de projet, il va y avoir une demande de comment se passent les doublages. Qui plus est, si on invite des comédiens comme Dorothée et Donald, qui sont vraiment les deux figures du monde du doublage, influenceurs, on va dire, entre guillemets, sans connotation négative. Hein. Moi, je pense que ça peut encore se faire à l'avenir. Maintenant, j'espère
qu'on laissera la place à faire des gros reportages comme celui que j'ai eu l'opportunité de faire, de 50 minutes où on s'attarde sur chaque étape, où on prend vraiment le temps. Parce que je pense que c'est important pour montrer à quoi ça ressemble, de montrer un comédien recommencer 10 fois la même phrase, quoi. Et d'avoir une directrice artistique qui lui dit... Moi, c'est un passage que j'aime beaucoup dans cette vidéo et que je suis très content d'avoir capté. C'est la séance avec des ambiances. Donc, comme j'ai parlé, tous les petits personnages qui ont 1 ou 2 lignes. Et d'avoir la directrice artistique qui a demandé à refaire la voix du GPS. En lui disant, tu mets trop d'intention, un GPS, ça ne doit pas mettre de ponctuation, ça ne doit pas mettre de points, etc. Et je pense que le grand public se dit, c'est enregistré en 3 secondes, ça. Eh ben non, on prend le temps de le faire si c'est mal. Je pense même que le grand public se dit que c'est une voix, tu sais, les voix internet, là où tu tapes ton texte, où il y a un truc qui se fait. Il y a des gens qui m'ont dit ça, ouais. Il y a des gens qui m'ont dit, ah bon, c'est une comédienne? Je croyais que, bah non, c'est une comédienne. Moi, je fais énormément de voix de GPS, hein, sachez-le. C'est vrai. Elle ne fait pas de répondeur, mais les GPS, ça par contre. Voilà, c'est ça. Quand vous voulez. Mais ouais, tout ça pour dire que j'espère qu'on aura la place de faire des gros reportages comme celui que j'ai eu la chance de faire sur Parasite et que ça se limite pas à des TikTok d'1 minute. Oui, voilà, c'est ça, où on voit rien. Parce que ça, c'est ça. On a déjà ça avec les Star Talents, ça existe déjà. Et vraiment, à part dire, c'est une grande aventure humaine, le doublage, c'est mon rêve depuis toujours. Voilà, c'est pas très intéressant. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de choses à dire que ça, quoi. Et puis, il y a beaucoup plus de choses à montrer, d'autant plus que je vais détruire un mythe pour les quelques gens qui sont sur le chat et qui y croyaient. Mais quand vous voyez un Star Talent sur une petite séquence en mode je vais faire la voix de tel personnage, c'est une grande aventure humaine, etc. machin, c'est comment dire ? C'est une reconstitution, c'est ça. Y a pas, ça a pas été enregistré au moment du doublage. C'est enregistré 1000 ans plus tard, une fois qu'on a les PLV, on fait revenir dans le studio, on lui fait faire semblant de jouer quelques lignes, et puis voilà. Donc toute la com, hein, PLV, tout ça, toute la com, le fond noir, les personnages en carton devant lesquels il peut poser, etc. Comment on peut croire une seule seconde, pardon, hein, que quand on double un personnage, il est en carton derrière soi. À quel moment on peut y croire une seconde? Ça me rend fou. C'est la magie de Disney. Qu'est-ce que tu veux, Hugo? Laisse les gens rêver. Il n'y a pas que Disney. Hein. Non, mais c'est vrai que ces personnages-là, tu les retrouves beaucoup sur des grosses productions qui vont mettre énormément de moyens dans la com. Donc, ça va être les Marvel. Surtout les films d'animation, encore une fois, surtout les films d'animation. Ouais. Mais encore une fois, si vous regardez des vrais reportages sur le doublage, vous vous rendrez compte que parfois les comédiens ne savent même pas de quoi parle le film. C'est ça. Ils viennent, on a un directeur artistique, s'il est investi par le projet, si le projet lui plaît et j'ai eu l'occasion d'en voir, ils prennent le temps d'expliquer, alors voilà, ton personnage c'est ça, il lui arrive ça. On est dans le contexte, je sais pas, Moyen-Âge ou au contraire futuriste. Donc il parle comme ça, il a une intention un peu comme ça, joue-le comme ci, comme ça, ok, top, c'est parti. J'ai l'impression que c'est pire dans le jeu vidéo. Alors oui. Ce problème-là. Je sais pas si Jeanne, toi, t'as déjà doublé du jeu vidéo, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le niveau 0 de l'information, quoi. Ouais, alors moi, pour le coup, en plus, j'ai fait que des toutes petites choses et des petites interventions, mais on ne t'explique même pas quel genre de jeu c'est. Hein. On te dit rien. Après, il y a aussi ce truc de sécure dans les jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est devenu vraiment aussi hyper bankable. Donc, moins on t'en dit, mieux e-sport. Et quand tu poses des questions, tu n'as pas toujours les réponses. Soit parce qu'ils ne les ont pas, parce qu'eux non plus ne savent pas forcément tout. Hein. Soit parce qu'ils disent on pourrait te dire, mais en fait, il faudrait qu'après on te fasse un contrat de confidentialité alors que là, on t'en a pas fait. Nanana. Ouais. Donc, souvent. Et c'est vrai que je vois Benjamin qui parle de Mass Effect dans le chat. Moi aussi, je pensais à ce jeu-là. Ce qui était incroyable, c'est de voir les vidéos de la doubleuse du personnage principal. Donc, le personnage s'appelle Commandant Shepard. La doubleuse, j'ai oublié son nom, mais Pascal Hugo, Chemin. Voilà, ils vont me le redire très vite. Elle est consternée quand elle voit, quand on la met ces vidéos, elles sont principalement tournées en convention où les fans lui montrent des séquences du jeu qu'elle a doublé, où elle voit le personnage en animation et elle s'entend, elle dit mais l'intention va pas du tout, mais je savais pas. Et c'est très très dur, parce que quand t'es comédienne de métier,
voir le rendu où en plus derrière on a laissé ça et ça n'a choqué personne, enfin, c'est hyper dur en fait. C'est dur, mais après, l'autre chose qui arrive aussi, et que c'est pas que dans le jeu vidéo, même si du coup, je pense que ça joue beaucoup, c'est que souvent, ils n'ont pas fini leur séquence et ils te font faire le doublage et ils savent pas trop comment va être la séquence dans le jeu, ni quelle va être l'intention qu'ils vont donner au personnage une fois qu'il sera animé. Et bon, ça peut aussi manquer de communication en interne où on leur donne pas en fait l'audio et ils font Ah, leur bien sûr. animation et ensuite on colle comme si c'était logique que ça colle alors que non. Évidemment qu'il faut travailler avec l'intention de la voix ou la voix avec l'intention de l'animation. Ça, c'est un peu la problématique des productions aujourd'hui qui vont trop vite. On n'a pas le temps Ouais. de bien faire les choses. Et à l'inverse, il y a plusieurs pays ou même à l'intérieur des pays, plusieurs studios qui font l'inverse, qui commencent à faire travailler Oui. les comédiens et comédiennes à partir de choses qui sont de l'ordre du work in progress, de l'ébauche, Ouais. et qui tiennent compte vraiment de la voix là-dessus. Il me semble que c'est les Japonais qui font énormément ça, qui travaillent sur storyboard. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Hugo. Mais même récemment, en termes de films d'animation, moi je discutais avec un réalisateur de long métrage d'animation qui s'appelle Jérémy Perrin, que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser, de connaître, etc. Voilà, c'est proche aussi, Studio Bobby Pills, tout ça. Toujours est-il que Jérémy a fait les voix, fait enregistrer une partie des voix quand même relativement tôt dans le développement de son film d'animation, de son long métrage. Et il me semble que dans la discussion qu'on avait eue ensemble sur son film, donc qui s'appelle Mars, ça y est j'ai un trou, voilà évidemment quand j'en parle. Bref, peu importe le nom du film, il a tenu compte de l'intention, ils ont tenu compte de l'intention, il me semble, Mars Express, merci Marge, de la voix, de ce qui se disait, etc., sur finaliser le travail d'animation. Bah, ça, j'allais dire, c'est la norme déjà quand on a un petit peu le temps et le budget pour le faire, mais j'allais dire, c'est la norme quand on fait de la création de voix. C'est ça. C'est-à-dire que, et c'est aussi le cas en France, c'est-à-dire que parfois on travaille à partir de voix témoins. Je pense que Jeanne, tu en parleras mieux que moi, mais c'est vrai que parfois on a des voix témoins qui ont été enregistrées parfois par les animateurs eux-mêmes, parce qu'il fallait animer vite, etc. Machin. Mais il arrive aussi, quand on a le temps et le budget pour le faire, que on laisse le comédien à l'air libre et qu'on lui donne juste des timings de début, fin, respiration pour pouvoir se caler effectivement sur ce qu'il faut, sur le storyboard typiquement ou sur une animatique. Mais qu'on adapte ensuite les mouvements du visage, les expressions sur ce qu'a interprété le comédien. Et c'est pour ça que parfois les séances d'enregistrement sont enregistrées. L'exemple le plus connu de ça, c'est Aladdin, le Aladdin de Disney, où Robin Williams a fait des improvisations pendant la séquence d'enregistrement et que ça a été intégré au moment du travail d'animation. Les animateurs ont ajouté ce qu'il fallait. Mais il existe aussi des films français où ça a été fait, et il existe aussi des films japonais où ça a été fait. Normalement, pour peu qu'on ait l'argent et le temps pour le faire, il me semble que c'est la norme. Mais là, pour le coup, Jeanne, tu as plus l'habitude de bosser sur des projets français. Peut-être, sur de la création de voix, oui, effectivement. Ouais. Mais ce que j'allais dire, effectivement, ça n'existe que si le projet est français, parce que sinon, ce que tu appelles la norme, c'est quand même plus de la voix témoin, sachant qu'il y a même plusieurs étapes à la voix témoin. Soit la voix témoin, elle est étrangère, la plupart du temps anglophone, mais elle peut être aussi beaucoup pour chez nous, espagnole, italienne, parce qu'on peut récupérer aussi des produits de chez eux pas mal. Mais sinon, ça peut être aussi une deuxième étape, c'est-à-dire qu'on a chez nous des comédiens et comédiennes de doublage qui sont, en plus de faire plein de personnages de ça, spécifiques à la voix témoin. Donc, on leur demande à eux d'écouter les versions étrangères et de les refaire en français pour aider tous les comédiens qui vont suivre derrière sur le programme. Mais c'est vrai que le grand luxe,
mais ça ne va pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de faire de la création de voix. Hein, c'est quand même un autre métier, presque, j'ai envie de dire. Ouais. C'est comme si on avait validé un autre diplôme. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je préfère parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est une liberté incroyable pour le comédien ou la comédienne parce que c'est nous qui créons le personnage, en fait. Lui donner sa voix quand il n'existe pas encore, c'est lui donner son âme. Hein. Donc, c'est formidable quand on nous laisse faire ça. Et Bobby Prod, Bobby Pills nous a beaucoup laissé ça. Oui, c'est ce que j'allais dire quand on regarde les making-of un peu de Pipoudou Ouais, ou des ouais, Cassos. Il me semble que vous enregistrez souvent c'est nous. avec Hein, ouais, Brigitte à voix déployée sans c'est avoir ça. On d'image est devant, juste, quoi. on est juste un peu informé du temps qu'on a et du coup, C'est ça. sur certaines répliques, on nous dit lâche-toi, mais t'as enfin, fait du 10 secondes ou 5 secondes, pas plus. Et après, on peut dire un peu ce qu'on veut. Et c'était pareil, et c'est pareil sur les cassos. Hein. Mm. Les cassos, a priori, c'était la même. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des images qui sont assez facilement trouvables de ça, de ces petites Mm. séquences. Donc on voit vraiment Brigitte et Jeanne travailler, donc n'hésitez pas à les regarder, parce que là c'est pareil, encore une fois, c'est quand même assez rare de voir des Oui, images de gens en train de doubler ou faire de la création de voix, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu tout ça. Et n'hésitez pas à acheter le formidable Blu-ray Et de acheter le Pipoudou oui, Blu-ray, saison 1. qui doit avoir du coup ses Oui, prises de oui, vue tout en à fait. oui. bonus, etc. Il se fait quand même assez tard. Je pense que je vais peut-être voilà, synthétiser, passer sur quand même pas mal de choses. J'avais envie de parler quand même, du coup, donc dans ce lien aussi du travail de doublage, du lien avec de l'improvisation, etc. J'avais envie de parler du grand redoublement, Jeanne. Mm. D'ailleurs, il me semble que Guillaume aussi fait partie du grand C'est lui qui l'a redoublement, qui créé, l'a entre créé. Voilà, guillemets. je voulais pas dire de Je bêtises. suis son bras droit, mais c'est lui qui a monté ce projet. Parce que je trouve Donc, qu'en termes de prendre le parti de s'amuser avec le doublage et puis de le rendre ludique et accessible, alors que c'est quand même quelque chose qui est assez... qu'on ne voit pas, qui est quand même quelque chose qui est censé être invisible, mais pas invisibilisé. oui, C'est quand oui. même une expérience qui est super chouette. Est-ce que tu as envie d'en dire deux mots de ce que vous faites Ben oui, alors pourquoi on n'a pas été les premiers à le faire, hein, ça je tiens quand même à le dire. Ça s'est créé, je sais qu'à Nantes déjà ils faisaient ça. Et puis le concept en fait, il existait déjà. Mais nous, je pense que ce qu'on a apporté, c'est comme plus de choses précises parce que c'est une catégorie qui existe dans le match depuis assez longtemps. Mais souvent, elle est dénigrée, elle n'est pas très bien faite. Moi, je donne des ateliers, des stages entiers sur un week-end pour que les gens comprennent que c'est quand même beaucoup de technique et beaucoup d'intelligence Mm, de faire du doublage, et encore plus quand il est improvisé, parce qu'il mm. faut décupler encore plus son écoute sur ce qu'on appelle l'ellipse, hein, des personnages qu'on découvre, l'environnement, les objets Mm. qui vont toucher, tout ça. Mais ce qu'on Oh, a je fait me rends compte justement, que j'ai pas voilà. expliqué de quoi il s'agit. Ah Pardon, oui, si voilà tu ce peux que j'allais dire, expliquer. ouais. J'allais dire, du coup, le principe, c'est 4 comédiens, un présentateur, sont sur scène et est diffusé sur un écran géant des extraits de films, de séries d'animation, de publicités que les comédiens ne connaissent pas, qui ont été choisis par le présentateur. Et le présentateur nous fait nous affronter, on va dire, entre 2 à 3 personnages dans ces scènes redoublées, sans le son, par les comédiens présents et avec la plupart du temps une thématique qui est donnée à la vidéo, qui est très éloignée de ce qui s'y passe réellement. Hein. Donc, ce qui pourrait peut-être, on en parlait, Jurassic Park, le film est tellement mythique, la scène où ils sont tous autour de la table, où ils discutent, souvent le présentateur peut donner comme thématique mamie est décédée ou alors qui a pété. Hein, voilà. Donc, ça donne des choses assez rigolotes. Et notre but à nous, c'est d'être le plus précis possible pour que ça soit le plus crédible possible. De toute façon, on s'en rend compte parce que dès que c'est crédible, dès qu'on est vraiment dans la rythmique et qu'en plus on arrive à faire des phrases qui sont drôles, le public est vraiment mort de rire. Mm. Donc, c'est ça le principe. Et malheureusement, le spectacle pour le moment est en stand-by. Covid a fait beaucoup de mal quand même à ces petits projets qui n'étaient pas Mm. non plus en grosse production. Mais il est de nouveau sur le grill du barbecue de cet été pour Ah, le chouette. ressortir en plus grand, revisité, encore plus battle, et peut-être dans des plus grandes salles, mais avec moins de dates. Voilà. Ok, bah, c'est quand même bonne chose Grosse à news, hein. savoir. Bonne chose à savoir parce que c'est quand même un concept hyper intéressant à voir. Alors, ça joue quasiment exclusivement sur Paris, je vais quand même le préciser, Oui, mais on peut se déplacer, c'est juste mais qu'on est ça se parisien. déplace. Voilà. Voilà.
Donc, en tout cas, si jamais les gens qui suivent l'émission ou même qui regarderont le replay sont sur Paris, peuvent se tenir informés des dates du grand redoublement. Sinon, ça fait une bonne occasion aussi de se créer un petit week-end à Paris. Ouais. Voilà. Je pense que je vais finir là-dessus parce que j'avais aussi envie qu'on parle de la différence du doublage, d'animation, de prise de vue réelle, de partage d'expérience, etc. Mais ça pourra faire l'objet éventuellement d'un deuxième live où on verra. On verra ce qu'on en fait parce que j'aime bien l'idée de terminer sur ce point commun. Je trouve que c'est deux manières différentes et à la fois complémentaires de rendre le doublage accessible et d'un peu à la fois de désacraliser un peu une profession qui pourrait être un peu fermée, en cercle clos, etc. Et en même temps de rendre un peu de la visibilité à un métier qui est quand même sacrément impressionnant. Qui a pour but d'être le plus invisible possible, entre guillemets, quand on le voit à l'écran, parce que le but du jeu, c'est pas qu'on se rende compte qu'on a redoublé un film, etc. Le but du jeu, c'est vraiment que ça fasse naturel, mais du coup, voilà, c'est toujours un peu... J'aime bien l'idée de donner un peu de visibilité à des choses qui sont justement pensées pour être invisibles. Donc, je trouve ça chouette de finir sur ce point commun. Hugo, est-ce que tu as des actus, des choses que tu as envie de dire, des choses sur lesquelles on peut t'attendre, te suivre? Si vous êtes sur Lyon, je vous invite à venir aux régulières soirées YouTube qui sont organisées à l'Aquarium Ciné Café, où on diffuse des vidéos YouTube sur grand écran, on présente des vidéastes qui viennent présenter leur travail. Normalement, si tout va bien, la prochaine, c'est le 27 mai. Donc, si vous êtes du côté de Lyon, n'hésitez pas à venir. Il y aura normalement Elsa, qui était ton invitée précédente, qui présentera sa grande vidéo sur le handicap dans le cinéma. Donc, ça va être chouette. Et puis, on a d'autres vidéastes lyonnais qui doivent venir pour parler de choses et d'autres. Le programme est toujours en constante construction. Et puis, ça devrait revenir à partir de la rentrée en rendez-vous régulier tous les 3e vendredis du mois. C'est en discussion. Ok. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des rencontres live où donc on voit les vidéos, on en discute derrière avec tout à toi, fait. avec les vidéastes. Notamment, il y a une super chaîne, je ne me rappelle plus son nom. Je crois qu'elle s'appelle Bolché Geek ou quelque chose. Leurs 2 créateurs sont des habitués des soirées. N'hésitez pas à les rencontrer, ils sont très sympathiques. Ils sont tellement sympathiques que des fois ils vous invitent sur des lives. Alors, tu vois, comme quoi, hein. Et en termes de sortie sur ta chaîne, il y a des choses qui arrivent. Donc Cusco, évidemment, tu nous as promis. C'est vraiment pas la priorité. J'ai sorti... désolé. J'ai sorti récemment une vidéo sur le doublage québécois de South Park avec un Québécois. Je suis très très content du résultat. C'est bien de se jeter des fleurs aussi de temps en temps quand on est content de son travail. Donc je suis très content de cette vidéo. Et puis à l'avenir, là, dans les choses qui vont venir prochainement, va y avoir une vidéo, soit la prochaine, c'est soit sur le redoublage du film Babe, Le cochon dans la ville, où il existe une version avec Christophe Lemoine et une version avec Barbara Del Sol. Soit ce sera sur Fourmise. Mais la vidéo sur Fourmise, j'ai besoin de tourner une scène avec des comédiens dans des locaux en mode réunion chiante, et il faut trouver un moment et un lieu pour tourner tout ça. Je vois. Il y a Geoko, j'espère que j'écorche pas le pseudo qui dit elle était objectivement très bien cette vidéo. Alors, je sais pas sur laquelle précisément il faisait référence, mais j'imagine la dernière. Merci. Parce que... Geoko, arrête. Beaucoup trop d'amour. Merci de toutes ces précisions, Hugo. Et puis, merci d'être venu, d'avoir joué le jeu de ce petit entretien et de parler de doublage. Ce qui est bien, c'est que ça change de ton quotidien, vu que tu ne parles pas de ça. Pas du tout, jamais. Mais je me sens toujours un peu, con de parler doublage, moi qui n'en fais pas et qui n'ai fait que de me renseigner sur le sujet, alors que en autre invité, il y a quelqu'un dont c'est le métier. À chaque fois, je suis en mode... Mais c'est exactement pour ça que vous êtes tous les deux invités. Et donc, Jeanne, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais je t'en prie. Et dans quoi on peut te retrouver prochainement ou moins prochainement ?
Voilà, comme tu l'auras compris, et je pense que comme tout le monde l'aura compris, j'ai fait une petite pause ces derniers temps qui est très récente. Donc, j'ai pas de gros projets visibles au théâtre, mais j'ai un duo que j'ai commencé en impro avec Julie Galibert, Jeanne et Oui. Julie, qu'on a eu la chance de jouer au Point Virgule à Paris et qu'on va essayer de faire tourner notamment à Lyon, Mm. Très parce bon que duo. voilà, ça nous ferait vraiment plaisir. Merci. Je le Formidable. dis parce que je l'ai vu, c'est pas juste de la flatterie. J'ai vraiment assisté à ce spectacle et il est Oui, c'est vraiment vrai. bien. Donc, je vous le dis. Oui, on espère en tout cas. On a toutes les deux une vingtaine d'années d'impro dans les pattes. Et puis, on défend aussi ce truc où deux filles qui faisaient un duo il y a 10 ans, ça ne serait pas passé. Donc Mm. là, on profite enfin de ce que le monde nous offre, enfin, nous rend enfin. Et donc, on reste entre nous et ça fait du bien. On n'a rien contre les hommes, mais ça fait du bien parce que en impro, c'est un peu comme le foot féminin qui trouve enfin sa place. Quand tu étais une fille, on les mettait pas ensemble, hein. Il y en avait pas assez, donc Mm. on les On les dispatchait dans les séparait dans équipes. les Voilà. équipes, ouais. Donc maintenant, on ne nous séparera plus. Donc voilà, et j'ai ce duo qui est sur le feu. Et après, j'ai juste, si tu me le permets, Mm. envie de parler, comme on a parlé d'improvisation et que tu disais à très juste titre que je faisais du podcast. Oui. J'ai un podcast que je fais avec mon conjoint, père de mon enfant, qui est lui-même improvisateur, qui s'appelle Baptiste de Oliveira et qui s'appelle Le Catering Podcast, qui est disponible sur toutes les plateformes, où on parle d'impro, mais sous un angle vraiment décalé, qui est d'abord l'humain et les moments partagés. Donc, ce qu'on en fasse ou pas de l'impro, c'est hyper intéressant parce que c'est d'abord des échanges d'expériences. Et dans la même idée, pour relier un peu à ce que tu disais sur les compétences de l'impro et ce que ça permet de faire, j'ai créé un autre podcast qui s'appelle La tête dans les histoires, qui sont des histoires pour enfants improvisées. Il y a une trentaine d'histoires disponibles gratuitement en ce moment sur Spotify ou ailleurs. Et on espère qu'il y en aura d'autres. C'est un projet qui est encore en train de s'améliorer. Et voilà, on est parti des idées des enfants pour créer ces histoires et elles sont vraiment toutes plus folles les unes que les autres. Donc, je vous invite à aller écouter, que vous soyez parents ou pas d'ailleurs. Ça peut être rigolo d'y jeter un œil. Voilà, j'ai pas plus d'actu que ça. J'espère finir mon site internet avant la rentrée. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai mis les liens dans le chat. Alors, j'ai pris la première Ah, plateforme qui super. tombe. Je ne fais pas de T'as bien fait. favoritisme pour une Non, quelconque t'as bien fait. plateforme. Voilà, j'annonce. Mais en tout cas, ils sont dans le chat et je shoot dans mon micro. Eh ben, en tout cas, c'est très chouette. Moi, je suis très contente parce que c'est déjà une bonne émission. Et quand c'est bien, il faut le dire, a dit Hugo. Je suis contente aussi d'avoir un peu des choses à donner aux gens pour qu'ils puissent continuer à vous écouter, à vous suivre, à regarder ce que vous faites. Vous avez évidemment les réseaux sociaux de Jeanne et de Hugo. Je vous laisserai les chercher tout seul. Instagram, Twitter, etc. Je les ai quand même suffisamment tagués dans mes posts pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et donc voilà. Donc on va suivre tout ce qu'il y a à venir. Je me permets quand même une petite parenthèse rigolote parce que j'y pense sur ce qu'a dit Jeanne. Voilà, parce que pourquoi se priver. Jeanne joue dans un spectacle qui s'appelle Fushigi. Oui, Et qui... j'ai vu qu'on avait le même stylo, hein. Ah oui, bah oui, on se refait pas. Et qui, je l'ai découvert au moment où Fushigi était programmé dans un théâtre à Avignon, théâtre dans lequel je travaillais, Oui. que un des matériaux de travail que le directeur artistique de ce spectacle, donc Yann Parizeau pour ne pas le citer, avait donné aux comédiens et comédiennes pour travailler, est une vidéo qui s'appelle La face cachée de Miyazaki. Et j'ai découvert ça au moment du Festival d'Avignon, alors que j'avais moi-même programmé ce spectacle dans le théâtre dont je m'occupais à Avignon. Et ni Yann ni moi ne savions que cette vidéo avait servi de matériel pour construire le spectacle, au-delà d'évidemment toutes les œuvres de Miyazaki. Vidéo qui est une vidéo que nous avons faite avec Benjamin sur la chaîne Bolchegeek. Donc voilà, la boucle était bouclée, c'était très cocasse. Parce qu'il m'a dit, j'ai vu une super vidéo, on s'en est servi pour bosser. Il savait pas que c'était toi. Et il savait pas que c'était moi, évidemment, parce que moi j'apparais pas sur les vidéos. Bah oui. Donc c'était très rigolo. Et je crois que ce spectacle va quand même aussi continuer à tourner et que tu rejoindras le cast quand l'occasion. Oui, d'ailleurs, je te dis, je ne rejouais pas trop, mais si, il y a des petits événements parisiens, on va dire, dans lesquels on va pouvoir rejouer, notamment parce que la production, Eugen Productions, qui héberge Fushigi, fête ses 10 ans, donc il va y avoir tout un week-end où il y aura plein de spectacles de la compagnie, dont Fushigi, au théâtre de Nesle, à Paris.
vers Odéon. Et puis sinon, il y a à Paris un festival d'improvisation, impro en scène, il me semble. Ça a tellement changé de nom que je suis désolée de ne pas m'en souvenir, où c'est tout un week-end Ah oui, d'improvisation et les dans anciennes lequel, 72 heures, c'est ça? voilà, les anciennes 72 heures. Et du coup, là aussi, Fushigi jouera dans la grande salle du gymnase Oh, à waouh. Paris, sur les grands boulevards. Ouais. Donc, on voulait faire un énorme cast parce qu'on est une dizaine dans la compagnie à tourner. Normalement, le spectacle se joue à 4, mais malheureusement, on ne sera que 5 ou 6 à l'interpréter, ce qui est déjà bien. Mhm. Et voilà, donc je rejoue à cette occasion. Je voulais être là, malgré mes kilos en trop. Mm. C'est un sujet d'ailleurs dont on parlera, le corps, mais je vais vous faire les petites annonces des programmes à venir une fois que j'aurai libéré mes invités. Toujours est-il que du coup, Enlevez les chaînes. suivez tout ça, suivez les actus. Voilà, il y aura tout ça dans le replay. Je mettrai aussi les liens des réseaux de tout le monde en description. Quand je posterai ça sur la chaîne secondaire. Et puis, sachez que normalement, je dis ça, mais ça n'a pas été le cas pour la première émission. Normalement, si j'ai pas de bug sur la VOD Twitch, cet entretien donc avec Jeanne et Hugo est revisionnable sur cette chaîne ici même pendant 14 jours. Voilà, et donc c'est au bout de ces 14 jours que je la mettrai sur la chaîne de replay. Et bien ben fichu, merci. cette histoire. Attention, comme si ça Grosse avait été technique. un peu réfléchi. Hein. Oh là là. Bon, et bien sur ce, je vais vous remercier d'avoir nous. accepté de jouer le jeu, d'avoir partagé tout ça avec tout le monde. Et puis, je vous souhaite une super soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Kat, et puis merci pour l'invitation. Ouais. C'était Salut. super chouette, merci le chat. C'était Moi, j'ai très rien chouette, suivi, mais, Bah, écoute, mais ça avait l'air super ce chat. J'embrasse tout le monde. Des gens très sympas et très, très fascinés Bon, bah, voilà. par tout ce que vous avez dit. Bah, tant mieux. C'était top. À une prochaine avec plaisir. Eh ben Quand tu écoutez, veux. c'est noté pour tout le monde. Tout le monde dit grand merci à vous trois, merci tout le monde, bravo. Tout le monde a l'air content. Tout le monde a dit, a été très content du choix des invités. Donc voilà. Bon. Eh bien écoutez, bonne soirée et puis Ouais. à très vite. Salut. À très vite, Kat. Salut. Salut.